Je construis pas des postes pour mettre des gens dedans, je construis des postes en face des gens que j'ai en face de moi. Okay. Toujours, j'ai toujours procédé comme ça. Je prends toujours une image qui va vous faire sourire. Je construis autour des gens. Tous mes projets se sont construits autour des gens. Demain, si j'ai un salarié, je suis convaincu qu'il fait des pains au chocolat exceptionnels, je lui ouvre une boulangerie. De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Hop, 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 les amis. Avant de vous laisser avec votre podcast, on a un petit mot à vous dire avec Yann, parce qu'il faut qu'on fasse un peu de promotion. Bah oui, on fait des podcasts gratuits, puis on oublie de faire la promotion pour les événements qu'on fait. Du 17 au 19 janvier, il nous reste encore quelques places pour la parenthèse indépendance. On se laisse la possibilité de prendre entre 12 et 16 personnes. Aujourd'hui, on n'a que 8 personnes pour le mois de janvier. Donc, si vous voulez en profiter pour vous inscrire, voilà, je doute que ce soit... la parenthèse qu'on remplisse le plus, parce que maintenant ça approche. Donc, qui dit moins de participants, dit aussi plus de Tony, plus de Yann, plus de Ben et plus de Fab. Donc, si vous hésitiez, c'est peut-être l'opportunité de venir, parce que la prochaine parenthèse sera au mois d'avril. Donc, celle-là, elle sera sûrement complète à 12 ou 16 personnes. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous vous posiez la question. Parenthèse indépendance, on va le redire, mais c'est notre coaching sur 3 jours. Yann, moi, plus la team GI, Ben et Fab. On vous coach sur tous vos investissements. On prend 3 jours chez Mamie, chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on coupe nos téléphones. On est 3 jours 100% avec vous pour vous aider. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. Est-ce que j'ai bien dit, mon Yann ? Exactement. C'est tout à fait ça. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser en DM. On y répondra avec plaisir. Deuxième event, il nous reste cette fois-ci qu'une place, puisque on a aussi le MMA à Alès, et ça, on est full aux as par les rois. Il nous reste une place seulement pour le Mastermind LCD qui se déroule à Clermont-Ferrand le 15-16 février. Donc pour recontextualiser, c'est un Mastermind qu'on réalise à but caritatif puisque vous aiderez avec nous, du coup, en venant à ce Mastermind, à promouvoir la carrière de notre compétiteur et je ne sais pas comment on dit... boxeur MMA, en tout cas combattant professionnel, Bourama Kamara. Donc là, le but du jeu, c'est qu'en 2 jours, on vous prenne de nouveau-nés à ce que l'on fait nous tous, toi, moi, Jérémy, Xavier. Et donc là, on abordera la LCD, mais dans toute sa globalité, donc à savoir... déjà, tout ce qu'il faut savoir sur la location courte durée, de la recherche du bien à comment gérer et automatiser, mais aussi en fait les spécificités de la location courte durée. Donc la location courte durée à thème, comme tu le fais, comme Jérémy le fait très bien, ou alors de la location courte durée beaucoup plus standard, ou alors se servir en fait des autres leviers. Donc quand on a moins de moyens et que c'est un peu plus dur à la banque, il nous reste les leviers sous loc, Airbnb de partenaires, etc. Donc en fait, on verra tout ça en profondeur. On visitera aussi des biens sur Clermont. Je pense hyper importante, c'est que vous soutenez donc Bourama, mais vous aurez aussi une place pour aller le voir combattre. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on aille tous ensemble. En fait, tous les gens qui sont au Mastermind se réunissent pour le soutenir lors de son prochain combat. Et il y a des chances que ça soit à Reims, mais je veux pas trop spoil. Et la dernière des choses, c'est que vous aurez, avec tout ça, Starter Cash d'offert, donc formation, location et purement LCD. Et la formation Vision 360 aussi, offerte avec. Exactement. Ouais. Donc tout ça, pareil, vous pouvez, soit vous allez sur l'insta de Tony et vous cliquez dans la bio, soit vous allez, pareil, sur mon Insta, dans la bio. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On répondra avec grand plaisir. On vous laisse à votre podcast préféré. Celui-ci, il va envoyer du très très lourd. On vous souhaite une très bonne journée et de belles fêtes de fin d'année. Yes, salut.
Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un vrai plaisir de vous retrouver en live. On est Au chez bar. Batiman, au bar, ouais. Au bar, on dit toujours que c'est le podcast des Le bistrot de Limo. Le bistrot de Limo, voilà. Bah là, on y est vraiment. On a un Pour le invité coup, qu'on va laisser se présenter. Donc Stéphane, qui est notre invité. Bienvenue. Un grand merci à toi de nous recevoir. Avant que je fasse la genèse de ce podcast, je te laisse te présenter rapidement. Là, juste rapidement. Ouais, Stéphane Châteauneuf, oui, je suis chef d'entreprise, société Batiman en Auvergne. On a une petite soixantaine de personnes, boîte rachetée il y a une dizaine d'années, avec un parcours un petit peu atypique. J'ai 47 ans, marié, 2 enfants, Ok. et heureux. Et voilà. bien. Et je voulais effectivement ton âge, puisque au final, moi je trouve que t'es extrêmement jeune pour le parcours que tu as. Non mais c'est ouf. Moi je sais, donc je voulais bien qu'on ait ton âge et tu l'as dit. La genèse de ce podcast, tout part déjà de la famille de Sarah, puisqu'en fait Stéphane est le frère du cousin par alliance Ça commence, de Sarah. ça commence à devenir compliqué. Ah, c'est ça. C'est Donc bien, voilà. Si vous avez suivi, mettez en commentaire si vous avez tout compris. Ouais, c'est ça. Le frère du cousin par alliance de ma femme. Oui, c'est ça. Et on est ouverture de Coupe du Monde, c'était quand? Juillet? Début septembre. Rien à voir. Donc septembre. Septembre, on fait moi je me retrouve à l'ouverture de la Coupe du Monde, match d'ouverture. Grosse manifestation à l'endroit où on était, donc au village des Champignons où on est passé en moto. Et là, il y avait combien? Il y avait bien 500-600 personnes. Ah ouais, ils en ont annoncé 3000 à la fin. Pardon. Alors voilà. Mais au moment où j'étais, il y en avait 500-600. Et j'entends en fait que Stéphane sponsorise la soirée. Alors je savais que tu avais Batiman, mais tout de suite dans ma tête, vu que nous on était en plein dans les sponsors et tout, Ouais. je me dis mais attends, mais là quand même, pour sponsoriser ce gros truc, il faut quand même de la caillasse. Il faut que ça brasse. Il faut que ça tourne. Et il s'en est suivi la première mi-temps, puis la mi-temps, donc pissotière. Sortie de pissotière, on se croise. Du coup, je lui dis bravo pour l'event. Et là, on part un peu dans une conversation où il me refait un peu son parcours. Et là, je me dis, mais en fait, c'est gavé inspirant. Et là, tu m'as écrit et t'as dit, il faut qu'on fasse un podcast. Et là, j'ai dit, il faut qu'on fasse un podcast. Donc, est-ce que, Stéphane, tu peux nous faire un petit feedback de ton parcours, mais limite du début enfant. Ouais. Parce que ce que tu m'avais dit, moi, ça m'avait plus qu'impressionné. Rapidement, oui. Alors j'ai rien préparé. Hein. Non, mais alors, mais non plus, alors. et Je crois que c'est la même première pas fois, rapidement, peut-être. on a le temps, hein, en plus. Hein. Je crois que c'est la première fois que je remonte. J'ai pensé dans la voiture en venant. Déjà, mon papa est né à Grèze, au-dessus de Saugues, en Haute-Loire, un petit village. Ouais. Ma maman est née, alors je sais pas si vous faites des coupures avec des cartes, là, à Santa... Alors non, regarde, j'enlève mon pull pendant le podcast, donc pour te dire. Hein. Et ma maman est née à Santa Cruz de Tenerife. Ils se sont rencontrés à Marseille, où je suis né, parce qu'ils étaient invités tous les deux à un mariage à Marseille. Ils sont restés là-bas. Donc je suis né, ma mère avait 18 ans et 10 jours. Mon père en avait 20 et 1 mois. Je suis né à Marseille et on y est resté jusqu'à l'âge de 5 ans. Pauvre, mon père travaillait dans une usine de jeans qui s'appelait Makin, qui n'existe plus. On était dans les quartiers nord, au 14e, dans l'immeuble noir, hein, donc quartier black. Ok. On y est resté jusqu'à, mes 5 ans, donc dans un appartement, un 15 mètres carrés, dans un HLM, à l'arrache, mes 18 ans et 10 jours. Ils étaient plutôt fun, mes parents. Donc il y avait qu'une piole à l'époque. On est arrivé à Saugues, j'avais donc, c'était en 81, puisque j'avais 5 ans, je suis né en 76. Donc on s'installe, toute ma famille était là-bas, donc ma mère ouvre un magasin de layettes, je vais à l'école là-bas. C'est compliqué quand même quand on arrive de Marseille et qu'on va à l'école à Saugues, c'était assez compliqué, mais je connaissais 2 filles qui était chez une de mes tatas qui était nounou, donc je suis arrivé à peu près allié, sauf que il y a eu quelques difficultés de garçons, bien sûr. Le petit nouveau qui arrive de Marseille et qui va avec les filles, c'est un peu compliqué. Bon, ça s'est fait plutôt cancre, de difficultés avec les profs, la hiérarchie en général. L'autorité. Assez bagarreur, enfin c'est assez compliqué. Une jeunesse un peu alambiquée. Je suis parti faire mes études au Puy, à Paradis, à Espalice-Saint-Marcel, un lycée qui était plutôt réputé pour ramasser
Le fond du panier. Voilà. Une période un peu punk, les gendarmes les dimanches à la maison pour des virées, des bagarres, des choses un petit peu atypiques. J'ai un BEP électronique parce que j'aimais bien dépanner, bidouiller. J'ai un bac pro de maintenance industrielle, donc je peux réparer un Manitou si des fois vous avez un Manitou. Ok. Donc voilà, toujours avec cette difficulté. C'était l'époque du CIP Balladur. J'étais délégué du lycée. Enfin voilà, des créoles qui faisaient pas forcément plaisir à mon papa. Tiens, j'ai une petite anecdote là-dessus. Ma première boucle d'oreille, ça va être sympa. Je rentre chez moi, donc j'avais une boucle d'oreille. Je me suis fait percer les oreilles. J'avais 17-18 ans. Et puis mon père qui était archi contre à l'époque, c'était pas possible. Je m'installe à table, je dis, il me dit rien, c'est quand même incroyable ce truc-là. Je m'assois, je mange, pas de souci. Et puis à la fin du repas, mon père me dit, tiens, tu peux descendre, Stéphane, s'il te plaît. Je dis, oui. Ouais, je dis, ça sent pas bon. Il ouvre la porte, puis il descend, il dit, ouais, écoute, j'ai vu ta boucle d'oreille. Soit t'es PD, soit t'es pirate. J'ai pas vu de bateau devant la maison, donc j'en déduis que, et tu sais très bien que les PD vont pas dormir à la maison. Depuis, mon papa a beaucoup évolué, il accepte beaucoup plus de choses qu'à l'époque, largement plus d'ailleurs. On n'était pas en 2023. Non, mais la petite anecdote, donc ça c'est une petite anecdote, donc voilà, et puis après j'ai eu pas mal de piercings, j'ai continué mes études, un peu à l'arrache, je me suis fait virer du lycée La Chartreuse quand il y a eu un déménagement, c'était un peu compliqué aussi, et puis j'en ai eu marre, donc j'ai passé mon bac et j'ai cherché à travailler. Je travaillais les étés chez les agriculteurs, j'adorais ça. J'allais travailler chez les agriculteurs pour les foins, la paille, nettoyer les écuries, il n'y avait pas toutes ces machines. Parce que effectivement, donc il y a des auditeurs qui connaissent SOG, puisqu'on a fait un road trip l'année dernière, on a fait Auvergne-Cévennes, et bien entendu, ça a arrêté de la partie en plus, et donc j'avais fait le tracé pour quand même passer par SOG. Ah oui. Et au-dessus de chez ton frère, la fameuse montée un peu La en virage, voilà. Là, on est resté une demi-heure à faire les essais de moto. On a fait tourner les motos. Donc, en fait, une demi-heure, tu voyais des bécanes descendre toute balle, monter toute balle, etc. Donc, je sais qu'il y a des auditeurs qui voient, qui ont en image SOG. Pour tous les autres, il faut regarder sur une carte. Mais c'est petit, c'est une petite, c'est un village, quoi. Un peu paumé entre la Haute-Loire et la Lozère. Donc, effectivement, ton voisin le plus proche est souvent un mouton ou c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc j'ai travaillé un peu chez les agriculteurs, alors à Bergougnoux, au Salles, j'allais donner un coup de main ou faire du remplacement quand il était pas là. Ça m'a beaucoup plu. Ça a été le premier métier. Et puis ça s'est un peu perdu parce que les machines sont arrivées, les écuries se nettoyaient avec des machines, les bottes de foin ne se faisaient plus, on faisait des ballots. Donc j'ai attaqué de faire un petit peu d'intérim. Et je me suis retrouvé chez Maurice Laurent, un big mat à Langeac qui cherchait un magasinier à SOG. Et donc je me suis mis magasinier à SOG, j'ai postulé, il m'a pris. Donc je suis retourné dans mon pays, conduire le Manitou. Donc ça c'était sympa, je l'ai fait pendant 3 ans. Et de là, j'ai rencontré une fille. T'avais quel âge à cette époque-là? Eh ben, je sortais de mes études, hein, donc une petite vingtaine, okay. Une petite vingtaine d'années. Je devais avoir, 18-19 ans. Hein. Je rencontre une fille pendant un été à SOG toujours. Elle était lyonnaise, elle était de la Croix-Rousse à Lyon. Elle y est peut-être d'ailleurs toujours. Si tu regardes ce podcast. Et Marie-Cécile, j'ai fait beaucoup pour elle était sur Issoire, donc quelqu'un de très bien. D'accord. Marie-Cécile, à SOG, elle faisait un pèlerinage, non? Non, elle a ses parents qui étaient originaires de là où elle était de la Croix-Rousse. Ça m'a permis d'ailleurs de découvrir Lyon et la Croix-Rousse, un super quartier. Et du coup, je dois partir puisqu'elle a ses études à Clermont-Ferrand et je dis donc à Maurice Laurent, mon employeur, faut que je parte. Elle me dit, me bouge pas, je connais quelqu'un, il connaissait le patron de chez GTMat. Philippe Jarrier qui cherchait quelqu'un à Issoire. Donc je rencontre ce monsieur, il me dit je vous prends à Issoire, vous attaquez à Issoire, je m'occupe de tout. Bon, ok, pas de souci. Je me pointe une petite anecdote là aussi, je me pointe à Issoire un lundi matin et donc je suis magasinier, je n'ai pas fait d'études, rien. Et je me pointe habillé en bleu, magasinier. Et là j'ai Didier Léonce, que je salue au passage aussi, qui est le directeur du groupe maintenant, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui me voit et qui me dit vous êtes Stéphane Chadin, oui, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Je dis je suis le nouveau magasinier. Ah non, vous êtes au comptoir. Et au comptoir, oui, là. Donc à la vente, quoi. Un ordinateur, donc Azerty, j'avais cru que c'était un prénom. Non, je m'étais jamais servi de ça. Et il m'a posé là, je me suis retrouvé devant un clavier. Alors là, on rencontre beaucoup d'artisans. Je suis tombé sur des gars comme Joseph Verdier, à qui j'ai rendu l'appareil. D'ailleurs, il vient de me construire un bâtiment à Issoire, et je l'ai remercié 25 ans après de m'avoir accompagné. Là aussi, une jolie anecdote.
qui vous apprennent le métier, qui vous apprennent. Et puis je me suis retrouvé à aimer les gens, à échanger, à avoir un peu ce feeling, chose que j'avais auparavant dans mon côté. J'étais délégué du lycée, donc j'avais déjà. Ok, t'avais un peu d'aura. Ouais. C'est la cafetière, ça à eux aussi. T'avais quand même l'habitude de t'exprimer, t'avais l'habitude de défendre quelques idées, partir un peu au front, te défendre. Ouais, voilà. Et Okay. je parle beaucoup, et j'échangeais beaucoup avec les gens, d'ailleurs les agriculteurs, je pense que c'est ça qui m'a le plus inspiré. Je dis toujours que j'en suis là grâce à eux. Parce que je me suis retrouvé dans, le soir à minuit avec, le fromage, la soupe, la mamie, la grand-mamie, parce que tout le monde mangeait ensemble. Et ça, là, vous entendez des choses, c'est extraordinaire, hein, les Ça, c'est la partie avant magasinier, du coup. Ouais. Hein, on est d'accord. Et là, tu faisais, le magasinage, et là, je me suis retrouvé au comptoir de Gédimat à accueillir les... Ok, mais sur la partie agriculture. Oui, ça c'était avant. Oui, mais quand t'étais minot, mais t'aidais à faire quoi là? Ah bah là je faisais les foins, je nettoyais les écuries, je Ouais, ok. ramassais l'herbe, j'allais nourrir les Ok. bêtes, je passais la fourre. Donc t'étais quand même actif. Enfin, Oui. tu bosses depuis quel âge? Enfin, pas forcément contre un salaire, tu vois. Je suis 15 ans, j'ai attaqué à 15, Oui, voilà. 15 ans. Donc c'est quand même la culture du boulot. Du travail. Ouais. Issu d'une famille pauvre, hein, déjà, donc si Ouais. tu voulais aller au bal, oui, Oui. il fallait aller au Et à l'époque, boulot, tu hein. prenais pas de coups de couteau? Non. Là aussi, on est en 2023. C'est ça. Oui, et puis mes parents, puis c'était peut-être là, de cette façon-là, c'est même pas une histoire d'argent au final, c'était un petit peu comme ça qu'on était éduqués, tu travailles, t'as de l'argent, tu t'amuses, ça allait ensemble, et je trouve d'ailleurs que ceux qui le font encore aujourd'hui réussissent, ça va avec, je crois que vous êtes la preuve tous les deux d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, on bosse, on gagne du pognon et on s'éclate derrière, et ça a démarré tôt. Ouais. Ok. Donc je me suis retrouvé à Gédimat, au comptoir, je cherche un appartement, je trouve un appartement à Coude chez Monsieur Gabriel, qui a les établissements Oui. Gabriel Bois à X-Soir, que vous connaissez peut-être. Et là j'ai le directeur, donc le Didier toujours, qui me dit il va te débaucher un jour, lui c'est sûr, bon ouais, pas de souci. Et pas manqué, un jour Michel Gabriel m'appelle et me dit au boulot d'ailleurs, assez couillu, qu'est-ce que vous faites samedi matin, passez me voir. C'est un grand gaillard costaud, un peu maquignon, un super bonhomme aussi, qui fait partie de mes pairs, au même titre que Maurice Laurent, je leur fais des clins d'œil à tous au passage. J'y vais. Et il me dit j'ai besoin d'un responsable pour les menuiseries. Donc un mec qui s'occupe des fenêtres. Moi j'ai des fenêtres, double vitrage, j'imagine qu'il y a 2 vitres. On en était là, quoi. C'est ça. 4, 16, 4. Non, dis donc, c'est un drôle de score, ça. Il y a 3 équipes. Donc c'était un peu ça. Et en effet, il me propose un salaire assez sympa. Je dis donc à Didier que je m'en vais pour un salaire. Bon, c'est un peu la guéguerre là à ce moment-là d'ailleurs. Il y a des souvenirs qui étaient un peu houleux. Ah, c'est jamais facile ces moments. Non, puis quand vous me dites que vous partez et qu'on vous dit attends, je te donne pareil, tu dis attends, bah, encore un peu compliqué. Donc je me retrouve chez Gabriel à être vendeur de menuiserie, vendeur sédentaire de fenêtres. Et pareil, il se passe 3 ans et il y a Daniel Cunha, le patron de Tout Faire Matériaux, il était à Pérignan, Clermont, qui m'appelle et qui me dit je veux monter un magasin de menuiserie. Alors je mange juste à côté là pour la petite histoire. Il dit il me faut quelqu'un pour être responsable de l'agence, est-ce que ça vous intéresse? J'ai un billet de tant de milliers d'euros, par respect je le cite pas. Oh, mais voilà, on va peut-être faire un truc. Et donc je pars, et il débauche la secrétaire de Michel Gabriel et l'acheteur. Donc on part à 3 de l'entreprise, ça lui a coûté d'ailleurs un petit billet pour concurrence déloyale, pour la petite histoire. Et on ouvre ce magasin, une super aventure. Nadine travaille toujours chez moi d'ailleurs, 20 ans après, elle a postulé quand j'ai ouvert la boutique, c'est marrant. Et donc on ouvre la boutique, ça marche du feu de Dieu, ça marche tellement bien que Point P groupement arrive et veut racheter l'outil et il nous rachète. Et là Point P c'est Saint-Gobain, c'est l'Armada, c'est compliqué. J'ai tenu une petite année, mais vraiment ça a été très très compliqué. Parce que machine à broyer des gens. Est-ce qu'on est sur la politique du citron, tu sais, on presse complet quand il y a plus de jus en dégage. Et puis alors moi j'ai toujours travaillé au feeling, j'ai toujours travaillé à l'humain, j'ai été bon commercial, mais j'étais bon commercial parce que j'ai respecté le client. Un mec, c'est la politique de la boîte aujourd'hui, mais je dis un couple qui rentre chez nous avec 10 000 balles et qu'il est prêt à les dépenser chez nous, faut les respecter. C'est le pognon qu'il a gagné, qu'il a transpiré, qui nourrit ses gosses, qui lui paye le toit qu'il a au-dessus de la gueule. Donc pour 10 000 balles, on se doit, nous, de mettre ce qu'on peut mettre de mieux.
On met ce qu'il y a de mieux pour 10 000 balles. Essaye pas de lui vendre 8, essaye pas de lui vendre 12, vends-lui pour 10 000, vends-lui le top. Et la politique du groupe en question était beaucoup plus trash que ça. C'est que c'était un petit peu forcing, c'était un petit peu, je me rappelle, j'adorais travailler le soir. L'ordinateur se coupe le premier soir quand ils nous ont racheté à 18h30. Je coupe et tout, oui, les économies d'énergie. On coupait l'électricité le soir. Je dis, mais moi, je travaille tôt le matin et tard le soir. Ah non, ça c'est pas possible. Alors ça, c'est un peu spécial. On avait un outil qui s'appelait Duo, où on devait marquer tout ce qu'on faisait de la journée. C'était très, très particulier. Ouais. C'est du flicage. C'était en fait, c'est dur, ouais. C'est du marketing, du management à l'ancienne, ça. C'est ce que j'ai vécu les derniers temps, moi, chez Vie et Véranda, où limite tu notais quand t'allais pisser, quoi. Ouais. Et c'était juste l'enfer. Et ce mec est en train il est pas loin du dépôt de bilan parce que il a pas du tout su prendre le virage. Il était sur un management comme en 89 ou en 90. Et aujourd'hui, si tu continues à manager comme ça, t'es mort dans le film. Et t'en es la preuve vivante puisqu'on va arriver à ça. Je fais juste une petite parenthèse sur la valeur que tu donnes quand tu parles de tes clients parce que c'est un truc que nous, on a tout le temps, que ce soit dans nos appartes. Le gars qui loue un appart à 400 €, faut qu'en fait, il en perçoive que ça vaut 600. Et tu fais ça pour tout. Quand les gens viennent en mastermind avec nous, si la place, elle coûte 1500 balles, il faut que la personne, quand elle rentre avec 2-3 investissements, elle gagne 10 fois ça, en fait, sur ses invests. Et on a toujours ça à cœur. C'est bien de le souligner parce que c'est super important. Le respect de l'autre. Et puis c'est ce qui fait qu'on échange aujourd'hui. Ça nous porte. Oui. Donc du coup, je me retrouve avec cette machine. Alors, Point P Saint-Gobain a dû sûrement évoluer. Je fais un petit clin d'œil quand même pour pas descendre la marque sur le management, mais ça a été assez dur pour moi ça. Et donc j'ai fait 1 an et j'ai dit je m'en vais. Et il s'avère qu'à l'époque j'avais un fournisseur qui s'appelait Millet. Qui est un fabricant de fenêtres avec 600 personnes, enfin un gros groupe qui cherchait un commercial à usine et donc qui m'a proposé le poste de commercial à usine et là j'ai pris la route. Et 7 départements. Alors je vous explique pas la tête de ma maman quand je suis arrivé chez moi en costard avec mon break. Mais tu devais être fier là. Ah bah oui. Moi j'avais eu cette fierté de. Alors au final, avec le recul, tu te dis bon c'était un peu débile, mais. C'est exceptionnel. Mais c'est vrai que moi je l'ai eu aussi il y a 21 ans là quand tu débarques en costume machin. Là t'es quelqu'un. Et oui et puis issu cancre, punk, les gendarmes quasi tous les dimanches matin à la maison pour X, pas des grosses conneries, mais il y avait toujours un truc compliqué quand même le gosse, un peu bagarreur, un peu compliqué. Et là le fait de me voir arriver avec cette bagnole, d'ailleurs le premier qu'est-ce que tu fais comme métier, je voyais dans ses yeux le doute. Qu'est-ce que tu fais comme métier, je veux savoir. Il a encore si tu fais quoi, tu vends quoi? Des fenêtres, oui, des fenêtres. OK. Donc je me retrouve chez Millet, responsable de secteur, et je fais un carton. Je prends le secteur à 1,8 million, je le rends à 6 millions. Enfin vraiment là je m'amuse, mais je prends un pied pas croyable parce que je valorise énormément ce secteur-là. Parce que je vois des gens, je suis payé pour me promener en voiture, pour boire des cafés, pour discuter. Pour moi, un gamin qui sort de la Cambrousse à nettoyer les écuries, à voir travailler dans le froid comme magasinier. C'est limite trop facile quoi. C'était extraordinaire. Je prenais un pied phénoménal, c'était une chance. Chaque fois que je poussais une porte, c'était une chance. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'était une chance. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Des moments, je remontais à ma bagnole, ça brillait, le PC, qu'est-ce que tu fais là? À l'hôtel, le soir. Ah, à l'hôtel. C'était extraordinaire. Ouais, et alors, je pense aussi que tu fais partie d'une génération, où on savait encore apprécier le moindre truc. La génération ouais, mais nos gamins, tu veux que je te dise ça? Je pense qu'il faut leur apprendre. C'est marrant dans ce que tu dis, mais Stéphane. Aujourd'hui, t'es obligé de beaucoup plus leur apprendre à profiter de ces moments-là, en fait. Nous, c'était quand même un petit peu... Moi, je l'ai encore, ça, tu vois. Mais juste tout à l'heure, je te le disais. Quand je viens, moi, je suis oui, je dis pas exactement d'où je suis sur Internet. Plus vers la Loire. De Saint-Étienne, voilà. Et ils ont une bonne équipe de basket à Saint-Étienne. Oui. Oui. Mais il y a que ça. Ouais. C'est ma ville, mec. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Et je disais que j'ai traversé les bois noirs et encore une fois, je suis dans la Tesla, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que c'est bien, on est lundi après-midi, je vais voir mon pote, on va faire une interview inspirante, je suis dans ma caisse, je suis toujours émerveillé, je me dis putain, j'ai réussi à me payer ça. T'as complètement raison. J'ai toujours ce truc. On l'a aussi tout le temps. Au Maroc, rappelle-toi quand on était sur les routes au milieu de nulle part, on se l'est dit, la première fois qu'on a pris l'avion en semaine pour aller faire un giro investir, on s'était dit mais c'est complètement fou. Donc nous, je sais qu'on l'a. Par contre, les générations juste après nous, mais ça se cultive, c'est ça que je veux dire. Oui, mais nous on n'avait pas besoin de le cultiver, c'est-à-dire que il y avait quand même beaucoup moins il y avait pas internet, on voyait pas autant de choses et du coup quand tu te retrouvais effectivement dans un hôtel, même claqué au sol, en nuit VRP là avec ton forfait VRP,
t'avais l'impression d'être Bill Gates. En fait. Ouais, Moi, je je suis l'ai eu d'accord. aussi cette impression, et c'est un peu dommage que ça soit un peu perdu. Mais ok. Ouais, voilà. C'est ce qui m'a fait, je crois, avancer. J'avais envie de m'occuper des gens parce que je considérais qu'on s'occupait de moi en me donnant cette opportunité-là, puis que ça allait aller avec. Enfin, c'était... Alors justement, tu gagnais quoi à cette période-là? Alors, c'est en chez francs. Millet, j'ai dû partir à... Ah, non, hein, c'était... Ah, c'était c'est en euros, ça y est. Ah oui, Gélimat. La période Gélimat, je suis passé à l'euro. Je me rappelle Ok. du sachet, Ok. des super sachets. Je me rappelle de ma première fiche de paye. Vous vous rappelez de votre première Oui, fiche de oui, paye oui. Ouais, je me rappelle bien. Ah, si, j'ai Où fait tu les te 2-3 chies heures. dessus. Ouais, c'est ça. À se dire qu'est-ce qu'ils ont fait là, c'est pas Ils sont possible. trompés. Ils sont trompés, il y a un problème, il y a un problème. Et je devais toucher dans les à l'époque c'était pas mal hein, ça devait être dans les 2000 2500 euros. Ouais, ouais, donc c'était propre. Ouais, c'était propre, voiture de fonction, enfin Ouais. vraiment quelque chose de D'un sympa côté. les hôtels. Ah ouais, ça, vraiment. Et est-ce que là, ta culture, ton éducation un peu, j'ai occulté Marseille, mais est-ce que ton éducation paysanne faisait que tu gagnais 2005 et tu mettais, je dis n'importe quoi, 1008 de côté, tu vois? Ou alors est-ce que t'étais panier percé à tout dépenser? Comment tu vivais là? Ouais, le panier percé, panier percé. Ok. Alors, c'est pas vraiment le panier percé, c'est que je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Et du coup, l'argent me brûle les doigts et je considère que l'argent est fait pour le plaisir. Et on s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que le plaisir t'apporte de l'argent. Donc c'est un cercle assez sympa. C'est vertueux, c'est un cercle vertueux. C'est ça. Donc non, je consommais, j'ai des souvenirs, Franck, si tu me regardes, je te fais un coucou. J'ai mon meilleur ami qui à l'époque vient à la maison et j'étais plutôt aisé à cette époque-là. 2005, je suis gentil parce que j'ai des souvenirs un peu plus élevés que ça. Et j'avais un aspirateur à l'époque télécommande et qui aspire un truc de dingue. Et regardez cet aspirateur, c'est extraordinaire. Et un soir, il m'invite à manger, j'ai acheté. Mais ça coûtait une blinde, hein, c'était un truc. J'avais acheté, il me dit oh mais t'es fou et tout. J'ai dit mais non, mais je peux quoi. Et c'était une période où j'ai beaucoup partagé. Alors faut faire attention. Hein, t'as les gens qui comprennent, hein, ceux qui comprennent. Franck faisait partie de ces gens-là qui comprennent. Oh, Steph, il aime partager, il aime faire plaisir. Il y a ceux qui comprennent moins où ça faisait un petit peu faut faire. Jasé. Ouais, faut faire. Après, t'en as Tu veux dire, aussi une autre catégorie qui vient profiter. Non, là, qui jase. C'est-à-dire, comme nous, la dernière fois dans le dernier Ouais, il podcast. flambe un peu, quoi. C'est-à-dire, Ouais, il flambe les un gens peu. pour l'oseille, on les critique. Profitez non, parce que j'ai un cercle d'amis assez fermé et des vrais amis que je comprends pas souvent, mais des vrais amis que j'ai toujours aujourd'hui, des vrais potes, ouais. Et ça, ce truc-là d'être dans la générosité, etc. Est-ce que tu penses que c'est dans votre éducation, quand je dis votre, j'intègre Guillaume, parce qu'en fait là, quand tu me dis ça, je vois, moi je t'ai pas connu à cette période, mais je vois plus Guillaume qui est complètement tout le temps comme ça. Mais on est comme ça. Il y a des fois où je lui dis arrête, c'est des conneries. On sait pas, c'est comme ça, c'est dans notre nature et puis on n'attend pas de retour en fait. Alors Guillaume est un peu comme ça aussi. Mais il y a dû avoir quelque chose, tu vois, dans votre éducation. Je crois qu'on est. Ça n'est pas comme ça. Je crois qu'on vient d'un monde pauvre où les choses et les pompons s'attrapaient et on ne faisait pas la courte échelle. Donc du coup, tu te démerdes quoi. Tu l'as attrapé, ouais cool, tiens je te le donne parce que j'en ai un autre à attraper. C'est plutôt ce truc-là. Ne saute pas, tiens, je sais faire moi. Et on parlera tout à l'heure de l'entreprise. Je crois que l'entreprise, elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ça. C'est le partage, je reprendrai des termes tout à l'heure. Je vous parlerai de curiosité, de mémoire et d'empathie. Ici, on cultive les trois, ben on arrive à avoir des gens autour de nous qui sont extraordinaires. Donc je sais pas d'où ça vient. Je le fais toujours. J'adore la cuisine. Les gens qui aiment la cuisine, c'est des gens qui aiment partager. Il y a un tas de choses. Donc oui, les gens sont importants pour moi. Et j'ai besoin d'être entouré. Mais t'avais donc pas cette culture de coffret à mort pour pouvoir. Parce que nous, pour le coup, on est très comme ça. On s'est retrouvés là-dessus. Je pense pas qu'on soit. Enfin, je suis même sûr qu'on est généreux. Mais par contre, avant d'être généreux, moi je sais qu'il a fallu vraiment que je coffre à mort, tu vois, et je me serrais fort la ceinture. Mais fort, non. Des fois même trop. Moi, pas du tout. Allez, tiens, si j'attends encore, on est le 4, si j'attends encore 10 jours avant de me verser ma paye, je suis à découvert. D'accord. Ok. Je vous le prouve en live. Non, mais là, comme vous pouvez le voir, c'est un demi-million à côté. Non, je crois que c'est une culture qui, j'en sais rien. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses, parce que pour en parler avec Fab, donc notre pote coach PNL qui est avec nous sur les parenthèses indépendance, c'est serial entrepreneur. Et Fab, il vit aussi un peu comme ça. Il adore les entreprises, il adore tout développer. Il est aussi très généreux. Compte perso, j'ai pas fait mon compte principal. Il est 190, je dis.
Non, Mais ça, il ça a veut dire. ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ce que je ressens. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais t'as confiance dans le lendemain. En fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu te démerderas, que tu vas gagner de l'argent et que demain tout ira bien, quoi. Et la source en elle-même. Nous, on était désangoissés. Oui. Et ouais, moi je suis pas angoissé. Et puis la source en elle-même, là aujourd'hui, on a les comptables qui disent waouh, ça va être la crise demain, Stéphane, c'est le moment de sécuriser. Ouais. Ce terme, pour moi, sécuriser. Alors, j'entends. Sécuriser, c'est t'as une holding, t'as une société, ils te disent tiens on rentre dans le vif du sujet, c'était chouette les paysans, les copains et tout ça là. Sécuriser, c'est remonter l'agent sur la holding parce qu'il se passe quelque chose de mal en bas, c'est sécuriser. On peut se couper. Ouais. Moi, sécuriser, c'est de laisser le pognon en bas, parce que si des fois il y a une galère dans le terreau qui fait pousser mon pied de tomate, j'aurai du pognon et de l'engrais pour qui continue à pousser. Bon, c'est deux politiques, c'est deux T'es genres. très altruiste. Très. Ouais, Ouais. mais Parce que moi, c'est pour moi, sécuriser, j'ai aucun scrupule à dire. Moi, pour moi, sécuriser, effectivement, c'est tout remonter. Et oui, et mais si aussi, on doit hein. couper la tête, on coupe la tête. Par Ouais. contre, je sais que toi, de ce que je connais, si on coupe la tête, tu vas surtout te dire, oui, mais d'ailleurs, T'as derrière, oublié le principal. voilà, comment on fait, les 60 qui sont en dessous, etc. Il y a les, Ok. il y a les racines, la C'est tête, ça. on va la refaire. J'ai plein de questions à te poser justement eh ben, sur la gestion posons. du personnel. On peut y aller tout de suite parce que Ah ben, j'ai presque fini mi. Vas-y, continue, Parce parce qu'on arrive là, il faut arriver ici. Très intéressant. 7 départements, un portefeuille client, une belle évolution. Fabrice Millet, le patron, et Cyril Innocenti, le directeur commercial de l'époque que je salue, me disent tiens, est-ce que ça t'intéresse de prendre un poste de directeur régional? Ils connaissent mon profil, ils voient que je m'ennuie rapidement et qu'il me faut du challenge constant, et plutôt que de me perdre, ça allait bien d'avoir un gars comme ça sur le terrain qui envoyait du steak, mais là ils se sont dit on risque de le perdre, on va le mettre directeur régional. Donc j'ai repris la moitié est de la France avec 5-6 commerciaux, et on a redressé la moitié est de la France. Ça s'est très très bien passé, je les accompagnais, vraiment une belle année. L'année suivante, ils me disent tu peux prendre le sud. J'ai pris le sud, donc on a fait pareil le sud, et l'année d'après, la troisième année, j'ai pris l'ouest. Donc j'ai fait les trois parties. Arrivé au bout de ces 6 ans, Millet, donc 3 ans de commerce sur le Rhône-Alpes-Auvergne, les 3 années de chef de région avec l'Est, le Sud et l'Ouest, j'ai Fabrice Millet, juste avant les vacances de Noël, qui vient me voir et qui me dit Stéphane, je vais licencier Cyril Innocenti, directeur commercial depuis 18 ans et qui épuisait un ami. Et tu vas prendre sa place. Ah, non, c'est pas possible. Non, je veux pas remplacer mon pote. Non. Bon. Il se passe les vacances de Noël, un peu malade quand même, dans le principe, j'étais pas bien. Et puis Fabrice Millet voit que je suis pas bien, ça commence à avoir un peu de doute partout, et puis je lui dis bah écoute, je reste un an pour finir la mission. Donc il y avait des marques à sortir, je vous passe les détails, il y avait pas mal de boulot, mais je veux pas le poste de directeur national pur, je vais le faire. Il y a 28 commerciaux, tous à piloter avec mon BEP, pour rappel. Je vais le faire, mais je fais 1 an et dans 1 an je pars. Et là, bon, on parlait de salaire tout à l'heure, ouais, on passe les. Bon. Mais oui, mais On parle argent, ouais, plus de 5 000 euros. Ok. J'étais à plus de 5 000 euros par mois. C'est 5 toureurs en 200 chevaux, enfin plutôt classe. Donc il avait mis tout ce qu'il fallait pour pas que j'ai envie de partir. que ce soit bien, quoi. Voilà. Donc du coup, je pars sur cette mission et au bout d'1 an, je vais le voir puisque je suis comme ça et je lui dis voilà Fabrice, 2 solutions, soit je démissionne et je pars à la concurrence, j'ai besoin de nouveaux challenges, puis le fait que Cyril soit parti, ça m'avait perturbé pas mal. Soit tu me donnes un coup de main, que rupture conventionnelle, tu me fais un beau petit billet et j'ai une petite société à acheter en Haute-Loire qui est pas cliente chez toi, il y a 8 personnes dedans, ça fait 1,8 million et je deviens un de tes clients et si tu me donnes un vrai coup de main et que je peux acheter la boîte, je te fais 500 000 € au 2e exercice d'achat. Mais 500 000 €, c'est le double de ce que la boîte achète aujourd'hui. Là, Stéphane, bon, il réfléchit, puis il me dit, bon, allez, écoute. Ok. Tu veux combien? Alors là, si je dis la somme, il va m'en vouloir s'il voit le podcast, mais je vais la dire. Alors je lui demande 70 000 balles. Et il me l'a, à quelques milliers d'euros près, m'a fait le chèque. Et il m'a dit, oublie les 500 000 € d'achat. Déjà, si tu me fais 300 000 au 2e exercice, ça sera beau. Bon, la petite histoire, j'achète 2 millions chez lui aujourd'hui. Donc je pars avec ça. je pars avec ça. Moi, tu vas juste vite sur un truc, c'est comment tu passes de la mentalité je suis salarié à je deviens entrepreneur. Parce que si tu te lèves pas un matin comme ça. T'as raison. Je suis tellement investi dans ce que je fais, je suis tellement passionné que j'allais au bout du truc et j'ai pas vu grandir mes gosses. Ma fille a 16 ans aujourd'hui, mon fils a 11 ans. Le lundi, je partais au boulot, le vendredi, je rentrais. J'ai pas vu grandir mes gamins. Et au bout d'un moment, je me suis dit merde, ma femme m'a jamais rien dit à ce sujet. Mais
ouais, je me suis dit, attends, t'es en train de passer quand même à côté de pas mal de choses, tu t'investis, tu réussis, c'est bien, et puis je me suis dit, non, mais attends, faut que tu te poses, qu'est-ce que ça doit être de rentrer tous les soirs chez soi, quoi, enfin, ça doit être extraordinaire, moi je connaissais plus ça depuis 7 ans, et c'est de là où c'est parti, j'ai dit, il faut que tu te poses, je commençais à donner vraiment vraiment toute mon énergie. Oui, mais tu aurais pu le faire en tant que salarié. Eh ben, si tu veux, c'est très bien ta réflexion. J'ai oublié un truc hyper important et tu me fais exactement. Quand je suis passé, vous avez raison, de commercial à directeur, Fabrice Millet m'a fait passer des tests, 2 jours de tests et 48 heures. C'est super important ce que tu viens de soulever. Avec ABC For Value. ABC For Value, c'est un cabinet de personnalité qui me fait faire des tests de QI, qui fait faire tout un tas de choses. Avant de prendre ce poste, rappel, BEP électronique, un bac pro de maintenance, on va lui mettre 28 commerciaux en bac plus 5 au garçon, il va gérer à peu près 110 millions d'euros, donc c'est un peu frustrant comme truc. On va lui faire des tests quand même au cas où. Donc je fais des tests avec ABC For Value et il s'avère que dans le cahier, le mec me le donne pas, il dit je vais le donner à votre patron, je peux pas vous le donner comme ça. Bon. Et puis il le donne à mon patron, il me le donne, il dit bon ça c'est une fille même. Il me donne le cahier, je lis le truc et je m'aperçois d'un tas de choses, je m'aperçois que je suis un profil zèbre, je m'aperçois que le QI est relativement élevé et je m'aperçois à la fin que je ne suis pas fait pour être salarié. Tiens donc. Et le profil zèbre, c'est quoi? Parce que alors profil zèbre, il faut faire ceux qui regardez pas tout ce qui, il y a pas tout, j'ai pas tout du profil zèbre. Le profil zèbre, ouais, vous regardez, il y a un peu, alors il y a un peu de tout dedans. Regardez, il y a un surplus d'émotions, il y a un surplus de choses, vous regardez. Donc je sors avec. Je connais bien ces problématiques. Voilà, alors c'est un sujet. J'adore mon profil zèbre pour toutes ces facultés où on arrive à faire 2 choses en même temps. On a 2 cerveaux qui fonctionnent indépendamment. Donc tu peux discuter avec quelqu'un, expliquer quelque chose, et je vous raconte une histoire. J'ai des pensées arborescentes. Donc il faut que je les freine constamment. C'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet. Là, depuis qu'on fait l'interview tous les deux, je pense à des choses. J'ai pensé à des trucs dans la boîte à faire qui me font penser à des trucs que j'avais fait avant. Donc c'est des pensées arborescentes, mais t'as le cerveau qui part d'un côté, mais qui reste concentré sur la conversation de l'autre. C'est assez particulier, mais tu regarderas. Et donc du coup, il me détermine ça. Et c'est là que je me dis, attends, il te marque, Fabrice Millet a payé 5 ou 6 000 balles le test, et le mec lui dit, tiens, le mec que vous m'avez fait tester pour devenir directeur chez vous, il est pas fait pour ça. Hein. Il est fait pour être chef d'entreprise. Hein. Il est pas fait du tout pour respecter la hiérarchie. Donc c'était écrit très clairement. Problème avec la hiérarchie, problème avec les patrons, problème avec les profs, problème avec le mec, il est fait pour voler et avoir une équipe derrière lui. Bon, en gros. Et c'est le déclic, merci. Excellent. C'est le déclic qui a fait que, il faut que je reprenne quelque chose. Et donc, Brioude, donc j'arrive avec ça. Je m'associe au début, je vous passe la parenthèse associative. Je me suis associé avec 2 copains qui aimaient un petit peu trop le pognon et ça s'est plutôt mal passé. Je vais passer ce cap-là parce que c'est peut-être, je regrette pas du tout. C'est peut-être le seul échec où j'ai compris une certaine phase de l'humain. L'argent peut faire tourner. Ça donne des leçons aussi. On apprend en fait. Hein. L'échec, ouais. Très très bien. Ouais, ça a duré 2-3 ans avec eux. 2-3 ans. Et c'est c'est l'oseille qui les a fait virer, ou alors ils étaient déjà un peu dans le virage, sauf qu'en accélérant avec l'oseille, ils sont devenus encore. Oui, ils étaient déjà dans le virage, là où on était. Mais je le respecte à la rigueur, ce qu'ils ont fait. On s'est pas compris au début. Moi, je faisais ça, c'est une aventure humaine. Eux, c'était une aventure financière. Okay. Et du coup, quand on a commencé à gagner de l'argent au bout de 2-3 ans sur la société, la blague du on s'achète 3 RS6, on a sorti 300 000 de résultats. 3 RS6, c'est cool. C'est 2 fois, 3 fois, mais au moment tu dis oh les gars, c'est une blague les RS6. Non. Ah oui, mais non, moi je veux pas de RS6. Et c'est là où on se dit on se sépare, ainsi de suite. Donc c'est 3 copains qui m'ont mis 33 000 euros chacun pour forger un capital de 100 000 balles à la création de la holding, que j'ai essayé de remercier en leur donnant 100 000 et à qui j'ai fait 2 chèques de 550 000 euros il y a 3 ans pour les remercier de m'avoir filé 33 000. Donc vous parliez de placement. Parce que t'as besoin d'argent. J'ai parlé vite, mais je vois que t'as bien suivi. Ouais, ma question, c'est ils étaient investis aussi dans la boîte avec non. Tu vois, alors passif. Si je peux me permettre et que ça peut faire mon avis en tout cas, quand moi en tout cas c'est un truc que je vois maintenant quand on prend des associés dans une boîte, moi je veux qu'ils servent à quelque chose et qu'ils soient dedans, parce que le problème avec ceux qui viennent juste mettre de l'argent, c'est qu'ils attendent un retour sur investissement. Oui, et puis ils comprennent pas ce que tu mets toi dedans. C'est ça. Puis je vais refaire une phrase toute faite, mais que m'avait sorti mon avocat à l'époque. Il m'a dit Stéphane, retiens bien une chose dans les affaires, c'est que quand tu es associé avec quelqu'un, il faut toujours être un nombre impair et jamais plus de 2. Donc du coup, j'ai compris. J'ai mis longtemps, mais j'ai compris. Donc du coup, voilà, je leur ai fait un chèque de 550 000 euros il y a 3 ans aujourd'hui. Ils m'avaient filé 33 000. Les banques m'ont suivi. Bon, je vous passe l'histoire. Ça a été une calotte, mais comme tu disais,
Ouais, Tu vois, des fois, moi, je vois aussi ça. je la prends cette étape, quoi. C'est un peu comme un mariage parce que je sais pas, tu t'associes. C'est un mariage. Mais tu t'associes à 2 ou à 3, tu pars de rien et tout le monde bosse. Genre, nous deux, par exemple. Bon, on s'entend toujours bien, hein, on vit notre bromance, là, mais Mais il y a plein de fois où on n'est pas d'accord. et voilà, mais je veux dire, au moins chacun a mis la main à la pâte, et puis si un jour ça s'arrête, c'est comme un mariage, chacun reprend le truc, mais le truc peut pas vivre sans toi. J'ai fait. Si par contre, t'as des gens qui, voilà, ils ont mis de l'argent au départ, et derrière c'est toi qui, Oui, puis il y a c'est plein toi qui bosse, et Voilà, c'est ils étaient compliqué, des partis fois. pour Disons que si acheter, c'est en fait. clair au début, Ouais. c'est clair à l'arrivée. Eh oui. Voilà. Mais effectivement, il faut pas, en association, faut pas qu'il y ait dès le début de choses non Oui. dites ou d'incompréhension au début, parce que sinon c'est mort dans le film. C'est ça. Donc on s'est mal compris. Donc on Ça, passe on le passe, voilà. ok. Donc Ouais. rachat de la société Multibois à Brioude, Anne-Marie Chalier, 70 ans, qui cherche un repreneur, compliqué à vendre parce qu'1 100 000 € de trésorerie. Donc pas mal d'intérêt de certains sur le petit pactole. Donc moi je me rapproche d'elle, on s'entend, j'achète la société, je peux le dire, hein, y a pas de. J'achète la société 1 600 000 avec 1 100 000 sur les comptes. Hein, donc j'achète la société 500 000 sans les murs, 8 personnes à l'intérieur, 1 800 000 €. Tu l'utilises tout de suite pour rembourser le crédit. Je fais un court terme. Ouais. Tu fais un court terme, voilà, c'est ça. C'est comme Je fais ça un que tu court le vends à la banque. C'est ça. Ok. Donc achat, 70 000 € j'apporte sur mon capital de la holding, que je crée la holding, Elite Invest. Les banques, bonjour les banquiers, j'ai besoin de 400 000 pour faire tourner cet outil, il y a 1 100 000 sur les comptes, je vous donne, alors moi j'étais pas banquier à l'époque, mais c'est logique, je prends 700 000, je vous donne 700 000 sur les 1,6 million que je vous emprunte, ça fait un bel apport, vous êtes d'accord, on y va? Oui, on y va. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Ça, on est en quelle année là 2015, mars 2015. Ouais, donc c'est là, hier, hein, hein. c'est vraiment. Putain, ouais. Et quand tu dis sans les, t'achètes sans les murs, c'est ça? Oui. Tu le dis parce que après il va y avoir. Oui. Ok, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc mars 2015, on fait un court terme, je pars avec 400 000 €, 8 personnes, et en avant, Anne-Marie m'entraîne un petit peu, et on y va. Une équipe en place, donc, hein. Ouais, une équipe en place. Comment ils le vivent quand t'arrives Laurence, qui est mon bras droit aujourd'hui, comptabilité. Anne-Marie, qui me vend la société, est un profil comptable gestion. Et moi, je suis un profil commerce et un peu de commerce. Donc du coup, ça chamboule. Oui, le directeur qui était commerce, il se retrouve avec un patron qui est à son métier. Laurence, qui était l'assistante de la direction, devient bras droit parce que comptabilité gestion n'étant pas mon fort, il faut s'équiper de gens qui sont meilleurs que vous sur les filiales, points faibles, sur les points faibles. Donc ça chamboule un petit peu tout le monde. Alors pour répondre à ta question, sur les 8 personnes qu'il y avait à l'époque, il en reste 7 puisqu'il y en a une qui est partie à la retraite. Mais ils sont tous dans la société. Ok, excellent. Donc 28 ans de boîte pour certains, une trentaine. En fait, tout le monde est là. D'ailleurs, c'est 9. Donc oui, c'est 9 personnes. Il y a 9 personnes. Donc 8 qui sont toujours là. Et Michel, le chauffeur qui est parti à la retraite, qui vient nous donner un coup de main quand même. Et Il qui se fait chier, quoi. Ouais, et puis qui vient au repas de fin d'année parce que c'est ça. Eh ben oui. Il est à la retraite depuis 5-6 ans, mais il vient au repas de fin d'année. Il est toujours invité d'ailleurs, avec plaisir. Donc je reprends la société et puis je m'aperçois qu'on a un client constructeur à Clermont. Je me dis, tiens, client constructeur à Clermont, plutôt haut de gamme, maison architecture, je les cite parce que c'est des bons partenaires. Mais comment ils achètent de la menuiserie, leurs clients voient pas les produits, on va leur ouvrir un petit showroom sur Clermont, on va essayer de trouver un truc sur Clermont pour qu'ils puissent envoyer leurs clients et qu'on vende et qu'on montre les produits, peut-être un peu plus, parce qu'on vend les fenêtres et les portails et les placards et les dressings et les parquets, on vend pas. Si on a un petit showroom, ça serait sympa. Donc en 2016, une année après, j'ouvre la Roche Blanche, là où on est installé tout de suite. Ils se foutent de ma gueule, les gars. Donc on ouvre la Roche Blanche, je me dis allez, un outil, 5-6 personnes, on va essayer d'ouvrir un peu le truc. Et alors là, ça démarre fort, je m'occupe du commerce ici, je me dis mais il faut payer quand même l'outil, je commence à démarcher un petit peu, je rencontre des constructeurs, des maîtres d'œuvre, des architectes, ça monte un peu en puissance, on rend un poseur, 2 poseurs. Et là, pour acheter ici, Ouais. parce que là, en plus, t'as acheté, tu dis j'ai acheté, mais t'as Oui. fait construire. Là. Non, j'ai acheté le Il y avait bâtiment. un truc là? Ouais, qui était pas très joli. Hein. Ah ouais, je m'en souviens plus du tout. Non, il y avait Mais bon. une bicoque ici. Ok. Ouais. Mm. En tout cas, t'as agrandi. Ouais. Ça, on en. Ok. Comment t'es passé du step première agence Mm. à celle-ci financièrement, Ouais, comment t'as fait? holding. Est-ce que t'es retourné à la banque? Oui. Tu leur as dit? La SCI. Ok. Donc là, pas de SCI en place. On a créé une SCI ici pour acheter ce bâtiment. On a trouvé le bâtiment, dire voilà, nous, on est à Brioude, on veut un showroom à Clermont, on a trouvé tel bâtiment, il nous faut tant de milliers d'euros, on emprunte, on fait une SCI. La banque te dit combien est le loyer couvre, enfin tu connais vous connaissez Ouais, le truc, bien le sûr. loyer couvre et en avant. Donc c'est la banque qui nous a suivi. Dans la Première SCI, SCI. il y a ta femme et toi,
Oui, 1 euro. Alors, à l'époque, il y avait encore mes associés. Donc, on était tous les trois. Ça s'appelait JRS parce que c'est José, Richard, Stéphane. Donc, JRS Habitat était la holding et JRS IMO était la... Tous les détectives du net. Là, au moment où tu dis ça, là, il y a des mecs qui sont sur Papers. Oui, est-ce qu'il raconte la vérité? Je vais mettre mes lunettes. Oui, alors JRS, José et Richard, c'est ça. C'est ça. Alors, pour leur faire gagner du temps, JRS IMO est devenu Elite IMO quand je me suis séparé de mes associés et JRS Habitat est devenu Elite Invest quand je me suis séparé de mes associés. Question, Stéphane, est-ce que tu as intégré les enfants? Alors, ça vient après. Ok. C'est marrant. Du coup, on reprend. Donc, tu repasses par la casse-banque, Ouais. et donc ici, tu achètes et t'agrandis. Voilà. Ok. Et je mets le loyer qui couvre pile poil le crédit, pas de bénéfice et en avant. Donc là, t'as le fond et les murs. Ici, t'as tout, du coup. J'ai tout ici. Et toujours pas là-bas. Toujours pas là-bas. Et j'avais un loyer, Anne-Marie me loue son bâtiment au pont de la Motte à Brioude, un loyer très bas. Donc j'avais pas vraiment d'intérêt. Bien sûr, dans ma tête, je me disais je l'achèterai un jour. Mais je faisais le calcul d'un chef d'entreprise qui n'en est pas un, puisque je n'en étais pas un à l'époque. Tu donnes tant de loyer, tu multiplies par tant de mois, tu l'empruntes sur temps. Je lui ai proposé telle somme, elle m'a toujours dit non. Donc je me suis dit, alors attends, on va attendre un petit peu. Donc non, je suis toujours locataire à Brioude à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas. Donc on construit et on agrandit ici, on fait un showroom avec cet espace salarié là que vous voyez pour avoir un truc un peu sympa, et on est passé en 2 ans à 2 et aujourd'hui on doit être 23 dans cette agence. Une agence qui faisait 400 000 euros et qui doit faire aujourd'hui un peu plus de 6 millions d'euros. Donc ici, en négoce, tu vends quoi finalement alors en tout? Fourniture et pose en menuiserie et fermeture, mais on a une grosse activité en neuf en fait ici. Tout ce qui est maître d'œuvre, tout ce qui est architecte, constructeur plutôt haut de gamme. Donc on s'est spécialisé un peu plus sur le neuf. On est sur le bassin clermontois. Donc il y a des belles maisons qui se fait et je suis un picousé de service. On a parlé tout à l'heure de bon sens, d'humain, on peut parler d'empathie. Je suis un picousé de service. Toutes ces années que j'ai passées chez Millet, l'industrie, je reviens un peu en arrière, c'était quoi mon métier? C'était de visiter des négoces, c'était de visiter des fenêtriers, c'était de visiter des gens dont c'était le métier, la fenêtre. Et j'ai vu plein de choses. Mais j'ai surtout vu un tas de choses que je voulais pas faire et un tas de choses qu'il fallait faire et de l'incompréhension dans certaines agences. Donc je suis passé par le négoce, je vous ai parlé de Big Man, de Gédimat, de Gabriel, où j'ai vu le fonctionnement du négoce, la puissance des achats du négoce. Je suis passé à l'industrie, l'organisation de l'industrie. C'est extraordinaire. Je visitais les fenêtriers, la réactivité d'un fenêtrier. Tout vu, quoi. Donc le négoce achète, très bien. Prod. La prod a une organisation exceptionnelle, l'industrie, et le fenêtrier à la proximité et le service. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire les 3 choses en même temps. Aujourd'hui, bâtiment de multibois, c'est quoi? C'est compliqué en fait. C'est pas une GSB. C'est pas un négoce. C'est pas un fenêtrier. Qu'est-ce que c'est? C'est un spécialiste en fait. Et quand on regarde comment le monde et comment la consommation évolue, le spécialiste, c'est l'avenir. Il y a 10 ans, j'achetais ma télé au champ, moi. Ouais. Qui va acheter sa télé au champ? Ouais, il doit y en avoir. Mais effectivement, on cherche à être... J'ai un truc, j'allais dire un truc, j'allais essayer de dire un truc intelligent. Non, mais vas-y. Mais on est vraiment dans tu sais, le discours de Steve Jobs de Stanford, un peu, je sais pas si tu vois, où il disait, dans votre vie, il faut relier les points à un moment. Et quelque part, quand je t'écoute, c'est un peu ce que je vois que tu as fait, parce que il y a plein de gens, ils arrivent à un certain âge, à la quarantaine, tu vois, ou 35 ans, ils veulent se réinventer et changer de métier. Et finalement, plutôt que de changer radicalement à 180 degrés, tu peux prendre appui sur tout ce que tu as fait avant. C'est ce qu'on a fait nous. Et c'est ce qu'on a fait nous, parce que ce soit toi dans la vente ou moi, j'étais dans les travaux publics avant, j'avais une entreprise de travaux publics. Finalement, ça touchait à l'immobilier et on a mis notre savoir dans l'immobilier au centre de tout ça. On a utilisé ce qu'on avait, tout ce qu'on avait acquis en fait avant. C'est ça. Et c'est super. Question ta réponse peut être intéressante pour tous les gens qui nous écoutent. Ce podcast est quand même bien écouté par des investisseurs, qui démarrent, des investisseurs qui font du marchand de biens, bref, tu vois à peu près où je veux en venir. Par contre, partout en France, est-ce qu'aujourd'hui tu peux livrer partout en France ou pas du tout? Je pourrais livrer, mais on a pas. Alors toujours pareil, j'ai beaucoup partagé. Si demain on me demande de livrer un chantier dans le Nord, je vais trouver une solution pour le demandeur pour que ça soit top pour lui. Je vais pas le faire moi, c'est pas le business qui va m'intéresser, c'est de lui trouver le bon vendeur avec les bons produits à côté de chez lui pour que les deux se disent waouh,
Alors, c'est chouette ce qu'il a fait. J'entends, Steph. Le truc, c'est que là, si par exemple tu dis oui, je peux, il faut t'attendre à peut-être 300 ou 400 messages. Et tu vas pas t'amuser sur 400 personnes à faire. Donc, toi, c'est pas intéressant pour toi. Non. Ça sert à rien qu'ils aillent sur YouTube. Non, et puis Batiman, la petite histoire pour Batiman, c'est un groupement d'achat, Batiman. Donc, c'est national. Il y a 70 magasins en France, c'est pas un franchisé, c'est comme une coopérative. On est 60 patrons, on se groupe, on a un bureau à Anglette. Donc, il y a plein de Batiman partout. C'était une de mes questions. C'est intéressant que tu le dises. Voilà. Parce que je savais pas, tu vois. Ouais, c'est comme une coopérative. C'est une centrale d'achat. Moi, je paye pas, en fait, c'est nos BFA, nos bonifications de fin d'année qui payent le bureau qui est à Anglette. Et Anglette travaille pour nous, pour la communication. Par contre, si on était bon, j'y ai pas pensé, j'y pense maintenant. Si on était bon, on arriverait avec le bureau d'Anglette à sortir un code gentleman, et comme ça, tous les gens en France, Oui, on se rapprochera du. Non, mais en vrai, Guettez la description parce qu'on a encore un peu de temps avant que le podcast sorte. On va peut-être gratter quelque il sort chose. le 15, celui-ci. Le 15 décembre. Bon. Voilà. Là, nous sommes le 15 décembre pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà, donc le site, on a parlé de ici. Ouais, donc ici, tu en SCI, t'achètes, tu rénoves, tu pousses la boîte à 6 millions. Oui. On s'arrête là. Enfin, on en est là. Donc la construction, on a acheté un autre bâtiment dans la zone industrielle parce que ça rentrait plus dans nos murs. Donc on a acheté les carrosseries Fernandez qui sont dans la zone là, un bâtiment de 900 mètres carrés. Donc j'ai fait acquisition aussi. Ouais. Du coup là-dessus, propriétaire c'était plutôt sympa. Donc je retourne voir Anne-Marie Chalier, propriétaire des murs à Multibois. On lui dit Anne-Marie, 72 ans. Alors vous me le vendez, ce truc, j'ai envie d'agrandir. On a un prêt derrière qu'on n'a pas 3000 mètres carrés supplémentaires et j'avais envie de goudronner, j'avais envie de retourner au négoce bois parce que le marché de demain est un peu compliqué et j'avais envie de faire du bois, j'ai des charpentiers, j'ai des menuisiers dans mon équipe, ça me faisait envie. Et je suis allé la voir, elle me dit mais pour ma fille et tout, j'ai dit demandez à votre fille et on tombe d'accord. Et j'achète Brioude il y a un an, un peu plus d'un an et demi maintenant, presque 2. Ok. Ça fera 2 ans début d'année. Donc j'achète Brioude. Donc Brioude, j'ai passé les étapes, mais Brioude est passé de 9 à 20 aussi en attendant. Hein, on a travaillé sur Brioude. Alors il y a tout le back-office là-bas, il y a toute la comptabilité. Donc 3 millions d'euros, 3-4 millions d'euros peut-être maintenant. Et on achète les bâtiments. Donc on se retrouve avec Brioude, on se retrouve avec la Roche Blanche, ça fonctionne plutôt bien. Et vient un truc dramatique qui s'appelle l'ennui. Qui me touche assez régulièrement. Et je me dis, mince, il faudrait qu'on fasse quelque chose de sympa. Et il y a Histoire au milieu, et j'avais envie d'avoir une notion de service, aller un petit peu à contresens de pas mal de négoces de matériaux qui construisent des grosses plateformes centrales pour distribuer tout autour. Moi, je plaide plutôt l'inverse en me disant tiens on va faire des petits outils et on va porter du service et de la proximité et on va dupliquer la communication, c'est-à-dire que t'as Brioude, Histoire, Clermont c'est proche en soi mais la communication elle est plutôt sympa d'avoir des sites. Donc je décide de construire à Histoire. On ouvre au mois de janvier, donc on trouve un terrain dans la zone du Sifflet en bordure d'autoroute, vraiment un terrain que personne voulait en pointe et on fait un bâtiment là-dessus qu'on ouvre là. Donc ça sera le 3e site. Excellent. En ouvrant ce site-là, il y a une société à Langeac, faut suivre, à Langeac à côté de Sog, qui s'appelle Osner, que depuis toujours je passais devant cette petite boutique et je me disais tiens un jour j'aimerais bien l'avoir cette boutique, une petite boutique. Enfin je rêvais d'être chef d'entreprise à l'époque et je décide. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'appelle le patron d'Osner, je sais pas pourquoi, un matin. Je lui dis bonjour, j'ai envie de m'installer à Langeac, vous y êtes, on va être concurrents demain, j'aime bien avoir une bonne relation avec mes concurrents, ce serait bien qu'on se voit pour pas qu'on se tire dessus quoi. Et le mec me dit vous êtes déjà en train de me tailler les croupières dans tous les sens, si vous venez vous installer à côté de chez moi je vais crever. Est-ce que ça vous intéresserait pas plutôt de racheter la société? Amen. On peut se voir, le mec 45 ans, donc pas âgé, je dis pourquoi pas. Et on se rencontre et en effet, on me dit repartir sur un outil, j'avais envie de créer vraiment. Pas fan, je lui dis allez je viens voir votre outil. Et en allant voir l'outil, je m'aperçois que derrière il y avait un petit atelier de fabrication. Et alors là, je me dis waouh, ça c'est chouette. Fabriquer soi-même ses fenêtres, quoi. Donc, c'était extraordinaire, ça les portails et les clôtures. Tout petit truc. Ouais, sachant que c'est quand même c'est un métier quoi. Ouais. Donc je vois les gars, les salariés, il y avait 5 salariés à l'époque, je leur dis ça vous plaît ce métier là? On adore ça, ouais, d'accord, c'est bien, le portail, fabriquer, d'accord, on n'en fait pas beaucoup, mais vous pourriez en faire plus, on ne fera pas tout. Et là je lui dis ok, ça m'intéresse. D'accord.
On essaye de trouver un accord, le prix du bâtiment, je réfléchis, ok, je trouve un peu petit pour ce que je voulais faire, ça m'embête un peu. Et il s'avère que j'ai une copine, Charlie Vigourou, une copine qui est devenue une amie depuis, qui a une société de plâtrerie peinture en face, avec un super bâtiment, un mur en pierre, là je sais pas si tu l'as vu, c'est magnifique ce truc, qui vendait son bâtiment, mais elle le vendait cher pour ce que je voulais, et on n'était pas tombé d'accord sur le prix. Et elle cherchait à avoir plus petit, elle. Alors je l'appelle, je lui dis écoute Laurie, c'est un truc, c'est que je suis en train de racheter la société en face là, avec ce petit, tu vois ce que c'est? Oui, c'est un peu petit pour moi. Toi c'est un peu grand pour toi. Tu crois que écoute on se voit et on a switché. Okay. Mais on a switché au moment de la vente, c'est-à-dire qu'on s'est pointé chez le notaire avec Laurie, Monsieur Thomasin, le vendeur de la boîte, et moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va vous expliquer, c'est pas compliqué. Le bâtiment va là, la société va là, et le monsieur là il prend là. Oh, d'accord. Et l'autre bâtiment, tac. Donc on a fait le mix. J'ai acheté la société Osner en même temps que j'ai acheté le bâtiment qui était en face. Et quand on a acheté, on a switché. Elle est passée chez Osner, moi je suis passé en face et on a dupliqué le truc. Ok. Donc Osner, 400 000 euros de chiffre d'affaires, pas de. Je savais même pas que t'avais là-bas. Ouais, c'est devenu bâtiment Osner. En face. C'était toi. Okay. Et 400 000 euros de chiffre d'affaires, moins 20 000 euros de résultats sur les 3 dernières années, ça va pas gagner un rang. Après une gestion, peut-être le patron avait le salaire qui allait, enfin en tout cas la société vivait bien, et on a clôturé au 31 septembre, donc j'ai acheté ça fera 2 ans au mois de janvier, et on a clôturé à 1 million. Et on sort 190 000 euros de résultats. C'est beau. Un peu plus de 12%. Alors, faut que je vais voir le notaire quand même jeudi pour comprendre comment, parce que c'est peut-être l'outil de fabrication qui est rentable. Et si c'est le cas, on se revoit dans 2-3 mois, j'ai plusieurs petits projets. C'est bon, ça. Un truc, par contre, qui est important, c'est dans tout ça, là, c'est que 6 millions de chiffre d'affaires, moi, tu m'avais fait halluciner. Avec le total. Ouais. Mais on y arrive. Voilà, parce que 6 millions de chiffre d'affaires, tout de suite comme ça, tu te dis... Wow. C'est surtout que 6 millions, c'est que l'agence. On en fait 12 millions. Voilà. Ouais. Mais au final, en fait, t'as une marge qui est confortable, hein, ouais. Je vais pas faire pleurer. Mais il y a quand même beaucoup... Ça coûte cher, quoi, de faire tourner ces navires. C'est du négoce, c'est sûr. C'est un outil, l'outil du négoce, l'outil du commerce, où tu fais de l'achat-vente, t'as des marges qui sont très réduites, il te faut des volumes. Alors, il faut jongler. Là, on parle de Brioude. Brioude, 2 millions. On est passé à La Roche-Blanche, qui en a fait 6 de plus. Brioude est passé à 3, plus 6, 9. Histoire qui est arrivé 10. Langeac qui est arrivé 11. On a clôturé à 12 millions d'euros au 31 août de cette année. Ça va dégager, j'ai pas encore les résultats, je vais avoir les bilans là, puisqu'on a clôturé au 31 août, ça va dégager entre 500 et 600 000 euros de résultats, ce qui paraît peu pour 12 millions d'euros, et la machine. Oui, mais ça fait partie de... Oui, c'est le fonctionnement qui veut ça, et là où il faut être très bon, et je vais donner un truc à ceux qui ont envie de le faire, cet outil est rentable à partir du moment où on respecte les règles initiales. Les règles initiales, c'était quoi? C'était d'avoir du négoce pour la puissance d'achat, c'était d'avoir de l'industrie pour l'organisation, c'était d'avoir de la proximité pour le service. C'est pareil pour la rentabilité. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir du volume pour la crédibilité fournisseur, pour les achats, pour les BFA. D'avoir de la marge avec la rénovation pour compenser et offrir du service. C'est-à-dire que tu fais de la marge sur la partie rénovation auprès de particuliers, cette marge te fait de l'argent tu l'amènes au service, ce service tu l'amènes aux pros, les pros t'amènent le volume. Ok. Et t'as bouclé. Si tu as un déséquilibre à un moment donné, comme là tout de suite on a un déséquilibre sur le neuf, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de volume. Bien sûr. Donc là on se dit mince, on va avoir moins de volume. Moins de volume, ça veut dire moins de BFA, ça veut dire moins d'achat chez les fournisseurs. Donc tu fais revenir les fournisseurs et tu changes un peu la donne et tu dis, je les vois en ce moment. Bon, moi j'ai envie de faire de la valeur ajoutée avec vous et un peu moins de volume. On se montre des trucs sur la valeur ajoutée et finalement on va arrêter de parler de pourcentage marge, on va parler de masse marge, ça t'intéresse? Plutôt que de parler en pourcent, on va parler en euros. Pourquoi pas? Donc je t'ai acheté 2 millions d'euros l'année dernière, là je t'achèterai peut-être qu'1,8 million, mais peut-être que je vais t'acheter des produits à valeur ajoutée et finalement ta masse marge sera meilleure. Donc il faut négocier pour arriver justement à avoir une rentabilité similaire. C'est-à-dire je pense moi qu'on va faire moins l'année prochaine, 2 voire 3 millions de moins, mais je pense qu'on peut avoir le même résultat si on fait de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on tire les choses vers le haut. Ok. C'est du pilotage encore une fois. Exactement. Mais juste, je veux dire un truc, c'est on ressent la passion quand tu parles tout le temps. Et je crois que c'est l'élément essentiel parce que je vais pas toujours parler de moi, mais j'ai été chef d'entreprise dans les TP et j'ai eu beaucoup de salariés. J'ai beaucoup aimé mon métier, même si c'était difficile, mais j'avais pas cette passion-là que j'ai aujourd'hui. Et quand t'as vraiment la passion de ce que tu fais, enfin, c'est magnifique, quoi. Et c'est ce qu'on ressent quand tu passes, c'est trop bien. Et alors attends, parce que t'as pas abordé le sujet principal. Moi, dans tout ça,
Ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est qu'à la fin, donc, on va dire que là, il reste 500 000. Donc, moi, instinctivement, je lui dis, bah, franchement, Bravo. Sartec, bravo, profites-en bien et tout. Ça fait 5 RS6. Et là, il me dit, ah non, mais moi, je prends rien. Enfin, à quelque chose près, quoi. Ouais. Et je dis, mais c'est-à-dire, ah, mais moi, je rebalance tout au bonhomme. Quoi? Et alors là, moi, ma petite expérience entrepreneuriale avec des salariés. C'est la fait co. que- C'est la co. Et là, j'ai dit, bon, bah, il faut qu'on se voit parce qu'en fait, là, c'est le moment, en fait, où effectivement, on va être un peu divisé. Je veux que tu reparles, s'il te plaît, des camions de la surprise. Je veux pas te dire. Mais... La politique, alors ça c'est naturel, hein. On a parlé d'économie, on a parlé de plein de choses. J'ai le même objectif que mes gars, c'est le confort. On cherche tous du confort. Moi mon confort c'est de bien dormir le soir, pas poser de questions, pas avoir de turnover, d'être calme, sage et bien. Et eux aussi, ils veulent du confort. Donc moi, l'objectif, c'est qu'ils soient bien. Pour être bien, il faut les garder. On est passé de 9 à 59 salariés. On est 59 aujourd'hui, hein, 50 embauches en 9 ans. Hein, donc 9, 59, 9. Je m'appelle Châteauneuf, je suis né à 29 aussi. Je fais de la moto, mon numéro de course c'est le 9. C'est une petite histoire. Sans avoir de départ, il m'est jamais arrivé d'avoir un salarié dans mon bureau et de le voir partir et de me dire merde, j'ai perdu un bon gars. Ça m'est jamais arrivé. Tous ceux qui sont sortis de mon bureau pour quitter la société, c'était que j'étais à peu près d'accord pour qu'ils quittent. Ok. Donc ça, tu le fais comment? Ben, tu le fais en faisant évoluer tes gens. Tu peux pas. Moi, l'objectif à la base, je voulais raconter, c'était je voulais un petit outil, voir grandir mes gamins avec 7, 8 salariés, 10 salariés, m'éclater un petit peu, faire un petit peu d'argent aussi. Ça a pas marché, ça a grandi. Tu peux pas faire un directeur avec une boîte de 10. Ça a grandi. Oui, si, c'est que ça a bien marché. Ouais. C'est ça. Donc si tu veux faire évoluer tes gens, si tu veux les conserver, il faut que l'outil évolue. Tu peux pas créer un directeur avec une boîte de 6 bonhommes. Tu peux pas créer, tu vois, je t'ai présenté mon directeur technique, j'ai une happiness manager. Qu'est-ce que c'est une happiness manager? Alors au début, quand on arrive au boulot, elle sort. Oui, tu crées les choses et tu crées les choses pour construire. Et ma passion, elle est pas dans le commerce, elle est pas dans le négoce, elle est pas dans la fenêtre. Ma passion, elle est dans l'humain. J'enrichis. Faire bouffer des gens, faire vivre des familles. Je kiffe ça. Je pense qu'on n'enrichit pas une vie avec du pognon. Je pense qu'on enrichit une vie avec ça. Quand on parle de mon parcours, on me dit tiens, t'étais là, t'as été chef d'entreprise, c'est génial. Et au-dessus, c'est quoi au-dessus? Et ben au-dessus, c'est de faire des chefs d'entreprise. Moi, mon rêve, c'est de faire des chefs d'entreprise. Je dis toujours à mes gamins, vous allez vous démerder. Mais tu vois, là, il y a des trucs où on se rejoint là-dessus. Complètement. Et sachant que du coup, enfin, il faut quand même que tu nous parles de cette expédition, cette expédition bus. Ça m'avait mis sur le cul. Ah ouais, c'est génial. Ça, ouais. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient, à savoir que là, donc, on est au bar du magasin, mais en fait, c'est le bar des salariés. C'est chez eux, là, ouais. Voilà, il y a un baby-foot, il y a une mezzanine, et Steph nous expliquait qu'il y a un truc de fléchette. Vraiment au bistrot, il y a un vrai zinc. C'est ça, et tu nous Et expliques la que... cafetière avec cadeau, on l'a trouvé dans une cafetière. Qu'ici, en fait, les salariés pouvaient venir faire la fête. Ils ont une sono, ils ont une sono et tout. Enfin, donc ça, je trouve ça fou. Ouais. Il y a ce que tu vas dire qui m'avait, moi, fait halluciner complet. Mais il faut, avant qu'on cut, parce que il nous reste un peu de temps, mais ça va. voilà. T'as monté une autre entité pour justement aider des salariés, aider des chefs d'entreprise. Donc il va falloir aussi que tu nous parles de ça. Eh ben alors le confort. Le confort des salariés. Le confort des salariés pour l'équilibre. Et après je vous parle de Manélite. Le confort des salariés, c'est naturel. Je l'ai pas vraiment calculé ce truc-là. C'est comment conserver ces gars en leur faisant plaisir. Tu vas retrouver le mec qui aime le pognon, tu aimes le mec qui a le matérialiste. Il faut analyser ces choses-là. Et moi, l'humain en face de moi, j'arrive assez rapidement à comprendre ce qu'il vaut, ce qu'il a. Je construis pas des postes pour mettre des gens dedans, je construis des postes en face des gens que j'ai en face de moi. Okay. J'ai toujours procédé comme ça. Rachel, ma responsable marketing, était vendeuse Tupperware, elle s'est pointée, elle s'est trompée, elle avait postulé à Saint-Étienne, à Figurer Saint-Étienne, vendeuse de cuisine, elle s'est retrouvée chez moi. J'ai dit, mais vous êtes faite pour être responsable marketing. Elle est responsable Donc marketing. tu fais l'inverse de l'éducation nationale. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais pas rentrer tous les pieds dans la même chaussure, mais Non. tu mets une chaussure à chaque pied. Je prends toujours une image qui va vous faire sourire. Je construis autour des gens. Tous mes projets se sont construits autour des gens. Demain, si j'ai un salarié, et je suis convaincu qu'il fait des pains au chocolat exceptionnels, je lui ouvre une boulangerie. C'est sûr. Parce que je me dis que les gens, le monde, les personnes, vous, si vous faites un métier dans lequel vous vous éclatez,
un truc qui vous fait kiffer. J'ai failli employer un autre mot, mais on est à la télé. Non, tu peux. Vous allez être hyper performant, hyper efficace, vous allez faire de la rentabilité. Donc le mec s'éclate, il est agréable, il fait de la rentabilité, il apporte de l'argent. L'argent me sert à faire grandir d'autres personnes. Oh, le cercle vertueux que tu parlais tout à l'heure, il est exceptionnel pour moi. Donc je construis et je travaille comme ça. J'analyse, je dis lui, mon happiness manager, tiens, Laura. Laura est rentrée chez moi au 1er septembre. C'est une des plus belles embauches que j'ai fait. Laura, elle est pilote de drone, 16 heures perdues, et infirmière dans une usine de Valeo qui fait des essuie-glaces, pour la petite histoire. Laura, on se voit, j'avais envie de faire des vidéos, je la raconte parce que ça résume assez bien ma vision de l'humain. J'avais envie de faire des vidéos de showroom avec un drone dedans, je trouvais ça super, donc je la vois, là, on fait le truc, et puis excuse-moi ma chérie, j'ai un coup de foudre professionnel pour cette fille, parce que je me dis, mais elle est rayonnante, elle est solaire, elle est agréable, je trouve la nana vraiment bien. Elle me dit, je suis infirmière à Valeo, donc bon, pas de souci, mais c'est la cafetière. Mais c'est bien. Donc elle est vraiment top. Et là, je me dis, tiens, t'as un souci, t'arrives à presque 60 salariés, j'ai besoin de voir mes gens tout le temps, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien de construire autour des gens, mais il faut les voir. Faut les rencontrer, faut échanger, faut les comprendre. Au bout de 60, si tu veux, ouais, les mecs... T'as pas plus de temps que... Rémi, qui adore faire des pains au chocolat, à qui j'étais censé ouvrir une boulangerie, je le vois une fois tous les 15 jours. Comment je devine qu'il aime faire des pains au chocolat? C'est imagé. Donc je me dis, mais elle serait top pour m'accompagner là-dedans, elle. Parce qu'elle va comprendre les gens, elle est comme moi là-dessus. Et donc je l'appelle un soir, je lui dis, il faut que je vous parle d'un truc, voilà, j'aimerais bien, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour s'occuper de mes salariés. S'occuper de ses salariés. Alors le piano, c'est elle qui a trouvé le terme happiness manager. C'est un métier ça? Oui, c'est un métier ça, ouais. Et elle est rentrée chez moi pour ça. C'est-à-dire que maintenant on est deux à avoir des oreilles, à écouter qui va bien, qui va pas mal. On a un rôle quand même en tant que chef d'entreprise, on doit s'adapter aux salariés. Moi, un salarié, j'ai eu, il y a pas longtemps, une de mes salariés qui a divorcé, qui a beaucoup souffert. C'est mon rôle de savoir dans quel état elle est. C'est mon rôle d'adapter son poste en fonction de son état personnel. On mélange, oui. J'assume complètement. L'équilibre personnel, l'équilibre professionnel fait la personne. Elle était pas bien. Et ben, j'ai fait en sorte que tout autour d'elle, il y ait des gens qui puissent alléger son travail et je l'ai accompagné. J'ai un de mes salariés qui a perdu son épouse très jeune, à moins de 40 ans, il y a pas longtemps. Un commercial. Ben, je me suis adapté. Tu passes en semaine de 4 jours. Tu amènes tes filles. Tu attaques à 9h. Tu rentres à 17h. Tu as les horaires que tu veux. C'est le meilleur commercial de la société aujourd'hui. Le plus gros chiffre, la plus grosse marge est celui qui a le moins de présentiel, parce qu'il a la reconnaissance. Qui a gagné? Ouais, c'est toi, bien sûr. Mais c'est sûr. Moi, j'aurais pas eu la patience. Mais non, mais tu vois, nous, on l'avait pas sur les salariés. Par contre, pour ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, que quand t'es chef d'entreprise, t'as envie de faire des chefs d'entreprise. Nous, quand on a réussi à atteindre notre Graal à nous, c'est-à-dire nous extraire un peu de la vie normale. De la vie normale, et ben on a voulu faire plein de mecs comme nous. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, pour aider plein de gens qui souffraient à faire cette démarche-là. Mais c'est assez proche. Mais je veux juste plus biberonner, moi, en fait. Je comprends. Faire ce qu'il fait, je le comprends complètement, mais moi, j'ai toujours là la crainte de me faire baiser comme avec un mauvais locataire. Mais tu vois, j'essaye toujours de savoir ce qui m'a manqué parce que c'est très intéressant de discuter avec toi. J'avais une boîte de TP, j'avais 35 salariés et ça a toujours été pour moi le management quelque chose de difficile. Tu vois, j'avais des gars. Et lui, ça paraît simple. Et toi, ça paraît tellement simple. Mais attends, mais simple. Moi, je pense que c'est de la passion. Le gars tu vois. a dit à tous ses salariés, écoutez, vendredi ou samedi, je sais pas. Ah, on se casse. Ah oui. On se casse. Mais ouais, enfin, vous prévenez tout le monde. Non, t'as fait venir les femmes aussi. Non, on est parti. Donc, tu rentres chez toi et tu sais que tu pars, mais tu sais pas où. Il a loué des bus. Non, c'est les nôtres. Ils sont à nous. Ah oui, non, t'as acheté des bus. Ils sont à nous. On a un minibus par agence. On est parti au Puy du Fou. On est parti au Puy du Fou. Il a amené tout nos... Mais attends, 60 c'était exceptionnel. Mais ça aussi, c'est une histoire d'équilibre. Un poseur. Tiens, je vais prendre l'exemple d'un poseur. Ça va ressourcer. Un poseur, chez nous, il a deux solutions. Il a le choix d'avoir le confort ou d'avoir la finance. Le confort ou la finance. C'est un choix. T'as un chantier. 2 jours. Il a été vendu 2 jours par le commercial. Vendu 2 jours. Tu le fais en 1 jour et demi, t'as 2 choix. Tu reprends un autre chantier pour finir ta demi-journée ou tu rentres chez toi prendre soin de tes enfants et de ta femme. On l'a vendu, nous, on s'en fout. C'est un équilibre. T'as le mec qui a besoin du pognon parce qu'il part en vacances. Il y en a certains, au mois de juin, il me dit, Steph, j'envoie du steak parce que j'ai besoin de 600, 700 balles de plus pour partir en vacances. C'est un équilibre. Ils sont comme nous. Moi, je suis pareil. Je vais dire un truc, s'ils m'entendent, ils vont et tout. Je fais pas 35 heures par semaine, moi. T'en fais plus? Beaucoup moins. Ah bon? Bah oui. Ah ouais? Bah bien sûr. Ah mais alors moi j'avais l'impression que t'en faisais mais c'est ça qu'il faut avoir, c'est l'impression. D'accord. Ok, et bah tant mieux alors. Parce que moi j'ai dit à Anthony, non. Le seul truc qui m'embête pour lui dans toute cette histoire, non.
C'est que non mais d'accord. Je sais que tu fais de la moto. J'arrive à 8h30. J'arrive à 8h30 le matin à Brioude. Je repars à midi. J'adore cuisiner. Je vais cuisiner tous les midis à ma petite femme. Je mange avec ma petite femme. Je pars de chez moi à 14h. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rendez-vous à 14h30. Là, je m'en vais à 4h30. Je vais chercher mon fils et je fais un footing tous les lundis. Le mardi, je fais de la musculation. Je pars à 5h moins le quart. Je vais faire de la muscu avec les mêmes horaires. Le mercredi, j'amène mon gamin. Le jeudi, je refais du sport. Le vendredi, je fais à peu près pareil. Je crois que je suis à 33, j'avais calculé, je suis à 34 heures de présentiel. Et la moto piste, t'en fais quoi? Ah ben, la moto, c'est le week-end, et quand je peux partir. Donc, c'est un équilibre, mais alors, si on devait compter les heures où le cerveau pense au travail, je passe les 60. Mais c'est un équilibre, et c'est le même équilibre que, je pense que t'es bien quand t'as pris le temps de, j'ai Laurence, mon assistante, depuis que je suis passé sur ce rythme-là, qui me dit, ouais, waouh, vous êtes là pour nous, quoi. Ouais, je suis pas à la bourre avec ça. J'ai réfléchi, j'ai pensé pendant que je faisais du sport, pendant que je faisais mon footing ou de l'elliptique, j'ai pensé à toutes ces choses, et du coup, quand t'arrives au bureau, tu le donnes aux autres, et je m'équipe. J'ai un bras droit, un bras gauche, un pied droit, un pied gauche, je délègue énormément, l'happiness manager, le directeur technique, je fais confiance aux gens. C'est ça, tu vois. Il faut prendre aussi un peu de hauteur sur le business. Et puis se rappeler toujours une chose, quel est mon objectif? Mon objectif, moi, c'est mon confort. J'aime la moto, j'aime les gens, j'aime faire du sport, j'aime cuisiner et j'aime mes enfants. Et ben ça, il faut que ça rentre. Et le boulot, oui, ben il rentrera. Attends, bouge pas. Tac, et il reste ça de boulot. Ben je travaille à ce moment-là. Ok, donc tu pars de tes piliers. Oui. Et tu rentres le boulot dans les interstices qui. Ça, alors, c'est la base de la PNL, ça. Hein. Et moi, il y a plein de. Ça, il faut bien avouer qu'il y a plein de moments. Où je fais complètement l'inverse. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Moi, je veux du confort. Je veux du confort de vie. Je veux m'enrichir des autres. Je veux m'enrichir moi-même, mais je veux pas courir. Je veux pas être. Dès que je suis mal, je coupe. Ça arrive rarement, mais je coupe ça. Non, quoi? Ça te pollue, ça te travaille la tête. Non, arrête, stop. Je le fais pas. Mais je le fais pas tout de suite, instantané. Ouais. J'ai un projet demain, alors j'ai pas de souvenir comme ça, parce qu'en général, les projets, je les mène à bien, mais je coupe tout de suite. Il faut surtout pas que ça me pollue. Ça me polluera pas. Donc du coup les salariés, le confort, je vais te prendre le confort de mes salariés. Je vais te prendre une image qui est pas vieille, elle date de vendredi. Vendredi, j'ai embauché Cédric, où on n'était pas d'accord, qui était à la concurrence, n'était pas d'accord sur le taux horaire. Entre ce que je lui donnais et ce qu'il voulait, il se passait 1 euro. Et il dément pas, c'est une tête comme ça, c'est un super bonhomme. Et je dis non, je peux pas, parce qu'il y a un système d'équité chez moi, je ne partirai pas au-dessus de ça. Et je lui dis mais tu quittes ta société pour venir chez moi, tu veux avoir le même salaire, mais pourquoi? T'es mieux chez moi? Oui. Et tu penses que c'est gratuit de venir dans une entreprise où t'es mieux? Ah, on me prenait pas comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui te plaît dans la société? Il me dit, il y a des trucs extraordinaires. Et il me dit, par exemple, le matin à 8h15, là, quand vous venez avec nous, on va boire le café. On a zéro pression. On peut boire le café jusqu'à 8h30 avec vous. C'est ce qui se passe avec mes poseurs. Zéro pression. Et on part au boulot derrière. Ça, c'est extraordinaire. Dans l'autre entreprise, à 8h, fallait être au chantier. J'ai dit, d'accord. Je lui dis donc on parle de 1 euro, tu fais 152 heures par mois, à 1 euro ça fait 152 euros. Multiplié par 12 ça fait 9000, multiplié par 60 salariés ça fait 100 000 euros. J'ai dit le café le matin, qui c'est qui te l'offre? C'est d'où? Non. C'est toi. Le 1 euro que je te donne pas. Il est là. Oui, c'est ton café. C'est ton café. C'est ton temps à toi. Je t'offre rien du tout. Donc moi je dis je te paye moins que mes concurrents, mais je t'amène plus de confort. Mais je t'amène pas plus de confort avec mon pognon. Je t'amène plus de confort avec ton pognon. C'est-à-dire que tu participes. Tu imagines que c'est un point commun et que c'est pour ça que tu participes à l'effort de... Et ça c'est l'effort du bonheur. Et c'est valable pour tout. On a des minibus par agence. Chaque agence a son minibus. Alors, le minibus, il y a d'abord une histoire de communication. Les minibus servent aux agences. Ils servent aux associations sportives. C'est-à-dire que les associations sportives, le rugby de Sog pour Langeac, ont des minibus 9 places. C'est les teambus. On les appelle les teambus. Il y a écrit bâtiment dessus. Ils sont à disposition. Mais ils sont à disposition des salariés aussi. Les salariés peuvent prendre. Donc le salarié, il y a du covoiturage, une petite partie éco là-dedans aussi. J'ai un profil plutôt écologique. Si on peut faire un peu de covoiturage, ça m'intéresse aussi. C'est un confort. On a pris le minibus de la société. T'imagines un peu le dimanche, tu vas en famille, ouais, on part en minibus. On a le minibus de la société. Le minibus de la société, tu vends des fenêtres, t'as les minibus. Ouais. Donc déjà le minibus tu l'as payé parce que tu l'as payé dans la com. Les gars sont contents. Alors pour l'histoire du minibus que je raconte, c'est un super souvenir de la reconnaissance salariale.
Chaque année, on fait une virée. On était allé à Europa Park et cette année, on est allé au Puy du Fou. Voilà, j'ai dit on prend l'air, on peut au Puy du Fou, donc on prend nos minibus pour partir au Puy du Fou. On se fait donner un petit coup de main des fournisseurs. On fait une petite visite usine au passage, hein, mais bon, on en paye les 3/4 quand même. Et on part donc plus de 45, 50. Tout le monde n'est pas venu. Et on se retrouve donc au Puy du Fou. J'organise ça avec un organisateur qui sait bien gérer. Donc on arrive à avoir les noces de feu, on arrive à avoir tout. Puis je me dis merde, il y a aucun moment où on peut boire un coup ensemble, peut-être ensemble. On court tout le temps parce qu'on était sur 2 jours, c'était un peu con quoi comme truc. Alors je dis tiens, on cherche. J'en parle avec Florian, mon directeur, et on trouve une bodega juste à côté du Puy du Fou. J'appelle, ouais, on peut venir boire un coup après les noces de feu, 23h, on est une cinquantaine, mec, numéro, pas de souci. On se pointe là-bas. Tiens, alors, le truc immense, les trucs pour jouer au bout, le bar, le truc, genre, putain, je vais lâcher les 50 là-dedans. Bon, ok, on y va. Sauf que le lendemain, à 8h, on a le truc. Bon, ça part dans tous les sens, et ça boit les canons. Je dis, allez, vous me faites un open bar, là, pendant 1 heure, et puis dans 1 heure, vous coupez, parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Alors, je t'explique pas ce qui s'est passé en 1 heure. Ça joue la pétanque, enfin. On a vu passer des verres que je crois que c'était des vases. Ouais. Et donc ça part un peu dans tous les sens. Je dis allez, c'est pas grave, on se pose, on avait fait toute la route. Enfin bon, c'était assez lourd comme truc. Et puis je dis à Karine, mon épouse, qui travaille dans la société et qui donc était présente, je dis bon bah allez, 1h30 du mat, il va falloir qu'on se barre. Demain, il faut se lever à 8h. Elle me dit waouh, ben bon courage. Ramasser 50 bonhommes éparpillés, hein. Puis éparpillés. Et éclatés. Et puis pour certains, ouais, voilà. Ouais. Et je pars, tac, je pars. Je dis les gars, on va pas tarder. Je passe à la pétanque. Oui. Ceux qui avaient bu un petit peu plus, il y avait pas de gars vraiment bourreux, c'était chaud. Ouais. Je fais le tour, et puis je pars aux toilettes, et je vais aux toilettes et je reviens. Il y avait plus personne. Alors je dis il me dit c'est bon, ils sont partis. Il me dit nickel. Hein. Tous les bars tout nettoyé, un truc de dingue. Il me dit super les gars et tout. C'est incroyable quoi. Et je retourne, tout le monde était dans les minibus. Et je regarde Karine, elle me dit un truc de fou. Elle me dit, t'es parti, t'as fait le tour, ils ont tout rangé, tout nettoyé, ils ont rangé les boules, ils ont mis les verres, ils sont tous allés au minibus. Et là, je suis monté dans le minibus et je me suis dit, t'as tout gagné. C'est là la reconnaissance du truc. Ouais. C'est que c'était extraordinaire et j'ai un souvenir de ça en me disant, tiens, ils te le rendent, quoi. D'ailleurs, ils auront tout gagné parce que s'ils voyaient la vidéo, on va faire quelque chose de mieux cette année. Oui, tu m'avais dit ça aussi. Ouais. Là, oui, mais c'est le gagnant-gagnant. Donc oui, on pourrait gagner plus d'argent, mais on aurait moins de confort. Moi, mon objectif, c'est de bien dormir. Je pourrais être plus riche, c'est vrai, en dépensant moins, en leur amenant moins de confort, en profitant un petit peu de un tas de choses. Mais ça m'amènerait quoi ? Plus d'emmerde dans la vie. Tu gripperais ton organisation aussi. Ouais. Puis je leur dis tout le temps aux gars, je te montrais tout à l'heure mon compte en banque qui est limite à découvert. Moi, le gros avantage que j'ai par rapport à eux, c'est que si j'ai une tuile demain, j'ai une grosse tirelire, moi, qui s'appelle Multibois. En fait, tu mets tout dans l'entreprise. Tout. Parce qu'elle est solide. Et puis quand les fournisseurs arrivent, hein, tu parlais de Peppers tout à l'heure, hein, ils sont comme nous. 12 millions, le mec qui sort des résultats, 0 dividende. Ouais, c'est le mec qui croit en sa boîte, quoi. Ouais. On est tous comme ça, donc c'est solide. Et en fait, si j'ai besoin, je prendrai. Je sais pas ce qui va se passer. Oui, et puis s'il y a... Mais je vois pas l'intérêt aujourd'hui, c'est pas une expression que j'apprécie beaucoup, mais je vois pas l'intérêt de l'avoir. D'avoir. Mais ton investissement, il est là aussi. Puis peut-être qu'un jour tu veux faire autre chose ou tu pars à la retraite. Justement, t'auras ton. Il y a et on finira par ça. T'as mis une autre branche à l'arbre. Oui, alors j'ai plusieurs petites voilà. Oui, surtout avec ce côté arborescent. Ouais. On m'a demandé un jour de faire un accompagnement de chef d'entreprise, notamment sur la partie managériale. Et j'ai dit tiens, c'est quelque chose qui me plaît quoi. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Man Elite. Alors Man l'homme, Elite le meilleur de l'homme, pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise sur la partie management. Donc j'ai fait 2-3 missions. Je suis sur quelques missions d'accompagnement où tous mes fondamentaux humains ne sont nulle part, quoi. C'est incroyable. J'arrive, et en une journée, je suis capable de comprendre certaines choses que le chef d'entreprise en place ne comprend pas, parce que justement, j'apporte énormément d'importance à l'homme, aux gens que j'en face, je rencontre les uns les autres. Donc, j'ai créé cette structure. Laura, l'Happiness Manager, est rentrée dans cette structure. L'idée, c'est d'avoir un chapeau, Manélite, de faire monter ma comptable, mon marketing, moi, mon directeur technique, et de faire de l'accompagnement. Alors, le premier client, ça sera la mienne de société, Batiman, Multibois,
Sopra pour Brioude, Osner pour Langeac. On crée Elite Service, là, une société j'ai plusieurs boîtes, société de dépannage, de services de menuiserie, de domotique. Donc on crée plein de petites structures. Tout à l'heure, je te parlais de créer des chefs d'entreprise. Oui. L'idée, elle est là, c'est de prendre toutes les structures. Aujourd'hui, il y en a 5, demain, il y en aura 6, peut-être 10, on n'en sait rien. De les rendre complètement indépendantes. Si demain j'ai des salariés qui lèvent la main en disant ah ta structure de la Roche Blanche m'intéresse, est-ce qu'il y a moyen de mettre des billes dedans, alors toujours dans le respect de l'association, tu sais, d'être un nombre impair, enfin voilà. Mais pourquoi pas, moi mon idéal c'est de créer des chefs d'entreprise, sauf qu'il va falloir les accompagner, et ça, j'adore ça. Donc l'émission que j'ai faite, j'en fais une pas très loin d'ici chez deux frangins qui ont hérité de la société de leur papa. La première chose que j'ai fait, au bout de 3 jours, j'aurais dit il y en a un des deux qui doit démissionner. Putain, j'ai l'impression de nous voir en gérer. C'est exactement ça. Et les gars te regardent, disent, j'ai dit écoutez, je prends la mission. Alors petite parenthèse, je me fais payer qu'en fin de mission, en fonction des résultats. Je prends rien. Donc nous, par contre, qu'on soit bien d'accord, on est toujours payé. Non, on est toujours payé avant de venir. Moi, le deal, c'est je viens passer une journée avec toi, selon la structure, 2 jours s'il faut visiter, ça peut être plus. J'analyse, je dis si je suis capable. Ok. Et je passe les heures, je fais des mails compte rendus en disant le nombre d'heures que j'ai passé. Cette heure est au SMIC, horaire. Elle ne se paye qu'à la fin, et après je mets des objectifs. Là, en l'occurrence, ils sortent 0 de résultat, j'ai dit je veux 10% du résultat l'année prochaine. Ok. Ni plus ni moins. Donc le mec il dit 10% de résultat l'année prochaine, je sors 0, je prends pas trop de risques. Si je sors 10 000, je lui donne 1000, ça va. Si je sors 100 000, je serai riche, je peux lui donner 10 000. C'est le deal. Et les heures sont payées aux heures supplémentaires. Donc j'arrive et je lui dis voilà, il y en a un des deux qui faut qu'il parte. Ok, bon, d'accord. En off, j'appelle le deuxième et je dis il faut que ça soit ton frère qui parte. Oui. Et ben oui. Donc du coup ils comprennent. Je leur dis écoutez, moi ma mission c'est de sauver l'entreprise, c'est pas de sauver l'un ou l'autre. Donc soit on suit, soit on suit pas. Et j'ai appris après que j'étais le 4e à passer. Auditeur. Okay. Et je suis en mission chez eux, on a épuré un peu la société, il y a eu 4 départs, c'est en train de se redresser, ainsi de suite. Mais tout est basé sur l'homme, tout a été construit sur l'homme. Comment tu t'es fait, comment tu te fais connaître là-dessus? C'est du bouche à oreille, les gens sont assez surpris quand on me côtoie, sont assez surpris du parcours. Tiens Stéphane, quand on me dit mais comment t'es arrivé là, et que je réponds à cause des hommes. Il dit il vend des fenêtres et il a 12 millions d'euros. Oui, je construis sur les hommes, je m'appuie sur l'humain, je construis autour de l'humain, je ne sais faire que ça et c'est ma passion. On parle de gestion, on parle d'un tas de choses. Je te prenais l'exemple du pied de tomate tout à l'heure. C'est beau un pied de tomate, tu les frottes, elles brillent, elles sont belles les tomates. Moi je sais pas faire briller une tomate. Je sais m'occuper de la terre par contre. Et je vais m'en occuper comme il faut. Et ça fera des tomates à un moment ou à un autre. Mais à la rigueur, cache-le, je le verrai peut-être pas. Et du coup, la construction, elle se fait là. Je prends la valeur des gens et j'essaye de l'utiliser. Allez, à mes fins. Ouais, on peut le dire, peut-être, oui. À mes fins. Finalement, c'est un peu ça. Oui, mais bon. Involontairement. Oui, mais sur le trajet. Oui, et puis en plus, c'est pas grave. C'est pas un gros mot. Bien au contraire. Sur le trajet, en fait, t'auras aidé tellement, Oui, tu sais, tout à l'heure on disait, je te disais, je reviendrai dessus. Enfin, il y a un truc, j'avais dit ça à un interlocuteur. Pourquoi t'es arrivé là? Je suis arrivé là d'abord parce que je suis curieux. Les choses m'interpellent. Je suis curieux. J'ai de la mémoire et j'aime les gens. Donc la curiosité va faire que tu vas t'intéresser aux choses. La mémoire va faire que tu vas les retenir et t'aimes les gens, donc tu vas le partager. Et j'adore ça. Je prends, j'enregistre, je donne. Je prends, j'enregistre, je donne. Et du coup, les gens sont bien, l'humain est bien. Même le plus grand des connards, il a un super fond. Faut juste mettre quelques coups de pelle supplémentaires. Mais je le dis ouvertement. J'ai fait un challenge à un moment donné. À la fin du Covid, les gens devenaient complètement cons. Ouais. J'avais fait un challenge. Je dis, allez, le plus grand des connards, je veux qu'il parte avec le sourire. Allez, challenge. Puis on a vu des gars, attention. Alors, je me rappelle, le pauvre, s'il me voit, il sortait de chez La Paire, mais imbuvable, un con fini. Et on arrivait. Ouais, je suis passé chez La Paire. C'était vraiment des connards là-bas, des cons et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, tu m'étonnes, mon gars. Mais t'es con. Mais oui, mais c'est pas grave. En fait. Un truc de fou. Et tu pousses, et il part avec le sourire. Et il y avait Nadine, à l'époque, je regarde Nadine, elle me fait, incroyable. Et j'ai dit, oui, c'est un challenge. C'est-à-dire que, il y a du bon chez tout le monde. Et ça, c'est une passion pour moi. J'adore ça. J'adore ressortir le meilleur de l'un et de construire avec et de me dire, tiens, lui, il sait faire ça, il va le faire pour moi, pour l'entreprise ou pour les autres. Et du coup, tu t'aperçois que tu arrives à tisser et les gens, au fond, sont reconnaissants. Il y a de la reconnaissance chez les gens. Et te le rendent. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça t'apporte du confort. Je leur donne du confort avec mes moyens, en leur construisant des postes, et ils me le rendent en disant on va lui faire du confort, et finalement... Cercle vertueux. Incroyable.
Ça valait le coup de voir Stéphane. Non, j'allais te le dire après le podcast, mais j'aurais tellement aimé te rencontrer à l'époque où j'avais ma boîte de TP. Tu m'aurais tellement aidé. Et ça aurait été incroyable. Ouais, mais on n'aurait pas fait ça. Ah, on n'aurait pas fait ça. Non, je serais peut-être encore entrepreneur trop vite. Non, par contre, la petite parenthèse, là, on parle de la société. Vous parliez tout à l'heure du métier sur toute la France. Manélite, la partie accompagnement de chef d'entreprise. Ah ouais. Et puis alors, je prends un pied à faire ce truc-là où, d'une, je suis économique, parce que je prends pas beaucoup d'argent, et les missions les plus alambiquées sont sûrement celles qui me feraient le plus kiffer, en fait. Rentrer dans des univers un peu différents. La petite histoire des 2 dessinateurs dans l'entreprise, une des 2 missions que j'avais fait, il y avait 2 dessinateurs, un qui travaillait comme un fou, un qui faisait rien, ça se voyait. Je suis rentré dans le bureau, c'est la première chose, je lui dis, alors lui c'est un branleur, et lui il envoie du steak, ça se voyait au bureau. Et le chef d'entreprise tapait sur celui qui envoyait du steak. Je lui dis, mais parce qu'il avait baissé les bras, mais il voyait pas que l'autre ne faisait rien à côté, parce qu'en fait les chefs d'entreprise sont braqués sur la performance. La performance. Mais si j'étais resté chef d'entreprise dans les TP, j'aurais pas pu faire ce podcast avec toi. Non. On n'aurait pas rencontré Stéphane, qui va pouvoir aider tous les chefs d'entreprise qui étaient comme moi dans la merde. Exactement. Donc les gars, n'hésitez pas, écrivez. C'est très important. Je peux mettre quoi comme numéro? Parce que tu sais, dans le podcast, on fait une description et du coup, je n'hésiterai pas sur Manélite, mais je te donnerai ça par SMS. On mettra tout dans la description. Et on va faire un truc sympa. J'ai pas d'adresse mail sur Manélite parce que j'aime faire des petites missions. Je m'occupe d'abord de ma structure. Je créerai une adresse à Manélite et je vous la donne. Ok, super. Et je mets ça en description et donc tous les auditeurs qui ont envie d'être accompagnés, d'être aidés, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Je pense que tu auras réussi à transmettre et à transcrire la passion que c'était passionnant. C'était trop cool. Donc je suis content. Je suis content que tu. Il y a des gens qui disent que tu sais pas choisir les invités du podcast. Et moi je leur dis joyeux Noël et allez vous faire reculer. On est dans le timing. Non, mais là c'est trop bien. Au fond de moi, j'ai pour espoir, tu vois, de peut-être un moment avoir Guillaume. Qui est ton frère, pour ceux qui suivent un peu les stories, l'homme qui m'a mis le cul sur un enduro, et que je travaille un peu au corps, parce que lui, c'est pareil, c'est un peu atypique, c'est-à-dire que tu le vois, tu le penses tout, sauf entrepreneur, et ça percute très vite, très fort, comme toi. Alors je sais pas si c'est un zèbre. Guillaume, on est différent. Guillaume, il a le mauvais rôle. Je suis l'aîné. Guillaume, il passe derrière Stéphane, ou qui met des coups de pelle à autre, qui irrite la boîte de papa. C'est jamais facile, ça, tirer de la boîte de papa. Donc t'es le fils d'eux. Et Guillaume, c'est une tête, quoi. Mais la boîte Guillaume, de papa, il en a fait un vaisseau amiral, le tout en jogging, avec une clope qui a la cendre sur 30 cm. Donc, et j'aimerais bien, mais je pense qu'il va falloir encore le travailler un petit peu. Il y a un truc que tu pourrais peut-être arriver à faire. On est très fusionnels tous les deux. On s'entend bien. D'ailleurs, on se ressemble. Tu es petit, blond, costaud, yeux bleus, avec des lunettes, comme moi. Et on s'entend bien. Donc tu pourrais peut-être faire un truc sympa duo. Ok, ouais. Parce qu'il le fera. Il rebondira sur des choses, et notamment l'humain, le management, et le plaisir. Mais je sais que ce podcast va plaire. Je sais que les gens du quotidien, c'est-à-dire comme on disait tout à l'heure, des gens qui ne sont pas sur Internet, des gens qui font leur bonhomme de chemin mais sans lumière. Je sais que ça plaît énormément à notre communauté et c'est pour ça que à Noël, sur le podcast de Noël, on essaie toujours d'avoir un guest. Donc ça peut être sympa sur l'évolution du management. Donc peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Et merci pour tout ce partage. Merci à toi pour tout ça. C'est hyper inspirant. Ouais. Et ça fait un beau cadeau de Noël à nos auditeurs. Merci à vous, c'est rigolo. J'ai adoré. Voilà. Est-ce que tu as une question pour finir? Pas du tout. Non, moi j'ai tout dit. On te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as le mot de la fin? Je sais pas. Non. Si j'ai accepté de le faire, c'est d'abord parce que je t'apprécie beaucoup. Le personnage un peu atypique m'a plu. J'ai vu un peu les vidéos derrière. J'ai dit tiens, ils sont 2 atypiques, ça va être sympa. Non, je le fais surtout pour tirer les choses vers le haut. On est dans une communauté, on est dans un univers où faut pas qu'il y ait la guerre demain. Il y a plein de gens qui le disent, ça c'est la phrase du moment. Faut pas qu'il y ait la guerre demain. Faut pas qu'il y ait la guerre demain. Peut-être pas, en fait. Moi je dis que les hommes, ils peuvent faire la guerre ensemble contre plein de choses, mais pas contre les hommes.
Donc c'est plutôt unifier, écouter, se ressentir. Moi je parle toujours de ping-pong avec mes gars en leur disant faites du ping-pong avec votre client. On te renvoie pas la balle, et ben vas-y, essaye d'avoir de l'échange. Et c'est quand on a de l'échange qu'on arrive à construire, à comprendre. Moi j'ai cette faculté à comprendre l'homme, mais on le comprend que si on a des oreilles, si on y fait attention. Et je pense que si les chefs d'entreprise se dupliquaient et si l'empathie était poussée à son paroxysme, et ben on aurait des salariés qui seraient top, on aurait des chefs d'entreprise top et on aurait un équilibre social et financier qui serait top sur des bricoles, sur un tas de choses. Donc je pense que la vraie mission de ce podcast dans ma tête, je me suis dit j'aime pas ça quoi, parler dans la caméra, puis vous avez réussi. Là vous vous dites il est super bavard, mais en fait c'est parce qu'on a abordé des sujets qui me font bander et je l'ai dit, tant pis. C'est ça, c'est de dire tiens allez, si tous les chefs d'entreprise étaient comme ça demain, waouh, tu vois, c'est l'univers ça. Et ça serait sympa. Donc c'est surtout l'humain ce qui m'a fait avancer, et j'aimerais que ce soit l'humain qui fasse avancer un petit peu. Merci pour Merci encore à toi. Merci pour ce temps, parce que là il faut vite que tu repartes. On souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs, puisqu'on se reverra pas avant le prochain, c'est le 29. Oui, c'est ça. On a dit 29 ou 30. Donc encore une fois, passez de bonnes fêtes. Merci de nous avoir écoutés une fois de plus. On vous dit toujours la même chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Salut. Ciao.